Salut gang de curieux et curieuses compulsifs. Eh oui, ça y est, on arrive à la fin de l'année et je pense qu'on va arriver pas mal à la fin du projet. J'essaye d'arrêter tranquillement pas vite, hein. Je vous rappelle que l'objectif du podcast, c'était d'arrêter de faire des podcasts depuis le début, mais c'était très difficile. Ça m'a repris pratiquement une vingtaine d'épisodes pour se rendre finalement à la fin de l'année et réussir peut-être à essayer d'arrêter à cause de ma situation critique de curiosité compulsive qui me force ici de façon totalement incontrôlée à essayer de gratter des sujets puis aller jusqu'au fond, à s'en rendre malade. Voilà. Cette maladie qu'on nomme affectueusement ici le toc au carré entre nous, ce trouble obsessif de la curiosité compulsive. Et ça va être une fin, je pense, aujourd'hui assez intéressante à notre exploration, disons, centrale, un pilier central qu'on a fait dans notre petit projet ici, j'essaye d'arrêter, qui était un peu la politique active, dans lequel j'avais comme intention, à tout le moins, d'essayer de vous apporter des informations, des présentations pour avoir une espèce de vision semi-objective de la gauche et de la droite politique active au Québec. Mais finalement, ça s'est centré beaucoup plus sur la droite, hein. Malheureusement, j'y reviendrai dans un instant. Et pour essayer de se comprendre un peu mieux, c'était quoi l'identité du Québec et qu'est-ce que c'est être québécois au juste dans tout ça. Ben aujourd'hui, je suis extrêmement heureux parce que c'est pas moi qui ai découvert notre invité d'aujourd'hui, c'est des gens en fait qui écoutent le show et qui le connaissaient lui et qui ont eu des déclics en écoutant le podcast. J'essaie d'arrêter ici et en connaissant ce que fait notre invité. Et ils m'ont écrit pour me dire: Hey Gab, on voit ce que tu fais, on a écouté des épisodes, c'est bien, et on est au courant de ce monsieur-là qui fait ça de son côté. Je pense que vous devriez vous parler prochainement. Et en effet, j'ai regardé et j'ai vu que ce que le monsieur faisait, c'était direct dans la veine de notre investigation. Alors, j'ai rentré en contact et boum, quelques semaines plus tard, ça y est, enfin, on va pouvoir discuter avec notre invité. Donc, je voulais dire ça pour dire un merci à la conscience collective des auditeurs et du mouvement plus largement nationaliste au Québec d'avoir eu le dynamisme de vous parler ensemble et de nous mettre en contact. Ce dont, selon moi, ça démontre quand même une belle vivacité, si on veut, une pulsion de vie pour la cause du Québec. Donc, juste ça, c'est fantastique. Ça pourrait être un épisode un petit peu controversé aujourd'hui, peut-être. Fait que prenez votre petite pilule, respirez par le nez s'il le faut et calmez-vous le pompon, comme on dit au Québec. Je vous lance un trouble avertissement, si on veut, pour les âmes sensibles au cœur référendiste, qui sait, dans le mouvement indépendantiste, parce que selon ce que j'ai compris, mon invité d'aujourd'hui apporte un angle mort, quand même, selon moi, à la question nationaliste du Québec. Et sur qui sommes-nous, les Canadiens français, au juste, et surtout à quoi est-ce que les Canadiens français devraient aspirer finalement? Est-ce que l'indépendance, la quête de faire du Québec un pays est réellement la marche à suivre prioritaire pour les Canadiens français? On va se poser cette question-là ensemble avec mon invité d'aujourd'hui, je crois. Alors, pour les esprits qui soufflent de toc au carré aussi, ça pourrait déclencher des petites crises aujourd'hui de curiosité et je voulais me dégager de toute responsabilité de vos crises symptomatiques. Donc, c'est entre vos mains, tout le monde, si vous êtes à l'écoute. Mais juste avant de faire ça, je prends une couple de minutes parce que, parlant de situations et de sujets controversés, je vais mettre la table en faisant un bref retour sur mon expérience personnelle en tant que producteur de contenu à petite échelle ici à la bonne franquette sur YouTube. Parce que, et si jamais en passant vous êtes auditeur, ma démarche personnelle vous intéresse pas, skippez 2-3 minutes, mais pour ceux-là qui voulaient suivre le projet, voici ce qui s'est passé. Je trouve que c'est d'intérêt public. Alors, vous savez, dans l'épisode GEDA 13 avec le président de la Nouvelle Alliance, François Gervais, donc on a été assez loin quand même dans l'épisode. C'est un épisode relativement controversé aussi en lien avec le mouvement indépendantiste. Donc, notre invité François Gervais avait exprimé des grosses critiques en fait face à l'organisme Oui Québec, autre organisme militant indépendantiste, un peu plus on pourrait dire centriste ou à gauche pas mal. Et il avait dit, entre autres, que lors de leur manifestation de la Marche pour l'indépendance qu'ils avaient faite à Québec en septembre, il s'était retrouvé finalement face à face contre des manifestants des Oui Québec qui manifestaient contre eux à la Nouvelle Alliance, donc qui a divisé la Marche pour l'indépendance, et qu'après ça, Oui Québec aurait récupéré leur concept et fait leur propre marche qui a bien passé après ça, je crois, une couple de semaines après à Montréal, quelque chose comme ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, évidemment, vous savez, l'objectif du projet, c'était d'aller chercher des gens de gauche et de droite, donc de gauche progressif, pour avoir une espèce de portrait balancé. Mais ça s'est pas passé vraiment comme ça. À un moment donné, j'ai eu 5 refus de la gauche, à un moment donné, 10 refus de la gauche, à un moment donné, 15 refus de la gauche. Puis à un moment donné, on s'est rendu à 18, 0 en 18 gens de la gauche slash progressiste, pardon, qui ont accepté de venir parler ici.
Ben ça incluait les Oui Québec, bien sûr. Donc, mon expérience, c'est que j'ai demandé une fois, deux fois, trois fois, sur plus de 3 semaines à l'organisation Oui Québec de nous envoyer peut-être un porte-parole ou bien sûr la présidente, Madame Camille Goyette-Gingras, que j'ai invité très, très cordialement pour venir répondre aux, entre guillemets, accusations ou disons aux critiques de François Gervais. Parce que je me dis, c'est d'intérêt public pour le mouvement indépendantiste. Tu sais, on veut voir un peu argument contre argument, puis voir un peu ce qui se passe là-dedans. Mais j'ai eu zéro réponse de l'organisation, que ce soit par le formulaire, le courriel officiel, la page Facebook officielle, le courriel du gars des communications. Zéro, zéro réponse après 3 tentatives là-dessus. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, Madame Goyette-Gingras a fait une sortie publique seulement sur sa page personnelle Facebook. Et donc, elle a sorti la chose suivante. Donc, je paraphrase entre guillemets. On m'a demandé de commenter les divisions au sein du mouvement indépendantiste. Je ne le ferai pas parce qu'ici, nous, à Oui Québec, on veut s'éloigner des extrêmes. On veut participer simplement au rassemblement de tous les indépendantistes et ne pas accentuer la division dans le mouvement qui s'extrémise présentement. Fermez les guillemets. C'est paraphrasé. Donc, j'ai vu ça et j'ai fait, ah, ben c'est intéressant. C'est justement pour ça que je voulais discuter avec quelqu'un de Oui-Québec pour vous le présenter à vous ici et avoir le point de vue. Donc, j'ai fait une quatrième tentative pour voir un petit peu est-ce que je pourrais avoir quelqu'un qui voudrait en parler ou juste me dire non, merci, ça ne nous intéresse pas. Et finalement, j'ai eu juste une réponse personnelle de Mme Goyette-Gingras qui me dit malheureusement, je ne participerai pas à votre podcast et je ne vous donnerai aucun autre commentaire. Donc voilà, alors c'est ce qui s'est passé. Alors, suite à ça, et je me suis dit, ah ben, je comprends très bien, est-ce que vous pourriez peut-être faire une déclaration publique, un communiqué de presse, une conférence ou quelque chose pour adresser la question? Parce que du point de vue d'indépendantiste, whatever, neutre un peu plus comme ça ici, qui regarde le mouvement, ben, on voit que vous semblez être d'une certaine façon associé avec le mouvement gauche extrême Antifa et que vous critiquez la droite conservatrice comme Nouvelle Alliance, mais vous dites dans votre déclaration que vous voulez rester centriste. Donc, j'essaie de comprendre un peu c'est quoi le fond de la démarche. Mais finalement, je n'ai pas pu continuer la discussion parce qu'elle m'a bloqué suite à ça. Donc, c'est mon expérience et je voulais vous le rapporter. Je crois que c'est d'intérêt public par rapport aux différents mouvements comme ça et aux gens qui essayent d'essayer d'aller vous présenter les deux angles, mais qui a comme un côté, malheureusement, qui semble ne jamais répondre à l'appel. Hey les curieux, petit ajout rapide, je dois dire qu'environ 48 heures, un petit peu plus après l'enregistrement de l'épisode avec Monsieur Verrier, étonnamment, j'ai reçu une réponse de la page Facebook officielle des Oui Québec qui m'a dit tout simplement, nous ne sommes pas intéressés. Et il n'y avait rien d'autre. Donc, j'ai fait, ah ben, intéressant d'avoir cette réponse-là, même si c'est un mois après la première demande. Merci beaucoup, j'apprécie. Et je vais en profiter pour réitérer ma question qui demeure sans réponse, c'est-à-dire, bien que vous ne vouliez pas venir sur mon podcast avec Madame Camille, il n'y a pas de problème, je comprends. C'est un petit podcast obscur, bien sûr, mais par rapport aux critiques, si on veut, ou aux points abordé par M. François Gervais de la Nouvelle Alliance. Est-ce que vous allez en parler? C'est-à-dire faire un communiqué ou un autre balado ou whatever par rapport à votre position réellement en lien avec les extrêmes. Pourquoi s'associer avec l'extrême gauche mais pas avec l'extrême droite et contre-manifester contre l'extrême droite alors que vous dites que vous voulez rester centriste? Et là, on est 3-4 jours plus tard et eh bien, il n'y a toujours pas eu de réponse finalement. Alors, voilà, je voulais faire cet ajout par transparence et honnêteté face au développement de la situation. Et je vous laisse donc retourner au visionnement de l'épisode. Donc voilà ce qui s'est passé. C'était la fin de la mise sur table, si on veut, de la nappe, de la table sur laquelle on va manger ensemble aujourd'hui pour aller un peu plus loin dans le sujet. Métaphore ordinaire, excusez-moi pour la comparaison boiteuse. Euh, mais suite à ça, en fait, à ça que ça a été fait, on va continuer dans le dialogue suite un peu au même sujet avec mon invité d'aujourd'hui, qui est très estimable d'ailleurs. Il fait partie, en fait, je dis qu'il fait partie, mais il est le fondateur directement et le président maintenant de ce qu'on appelle la Fédération des Canadiens français du Québec, qui ont été créés il y a quelques années et qui ont fait un mémoire il y a quelques semaines, qui est un mémoire pour apporter des amendements au projet de loi 1
apporté récemment par Simon Jolin Barrette de la CAQ, ici, qui est le projet de constitution du Québec, apporté par la coalition Avenir Québec. Donc, ils ont été invités à l'Assemblée nationale en 2026 lors des audiences publiques. Ce sera, je crois, le 11 février prochain pour présenter les conclusions de leur mémoire de la Fédération des Canadiens français du Québec. Donc, notre invité est leur président et on peut aussi lire sur ses réseaux sociaux la phrase suivante, ouvrez les guillemets, le Parti québécois est une imposture antinationale, fermez les guillemets. Alors, pour essayer de mieux comprendre ces différentes réalités au sein d'un seul homme, tout le monde, j'ai le grand bonheur de recevoir pour vous ce soir Monsieur Gilles Varier. Gilles, bonsoir et bienvenue au podcast J'essaye d'arrêter. Et désolé pour la longue introduction, je vous ai fait patienter beaucoup. Merci beaucoup. Aucun problème. Ça me fait plaisir, Gab, d'être là puis de pouvoir éclairer la lanterne là, des auditeurs par rapport à qu'est-ce qu'on propose et nos points de vue, disons, sur la situation nationale du Québec. Alors, je suis très content d'être là. Ben, c'est partagé. On a survécu aux problèmes techniques, au début de l'hiver, au froid quand même ces temps-ci. À Québec, c'est assez frais ces jours-ci. Et pour se rencontrer, fait que merci beaucoup encore une fois pour votre énergie et votre temps ce soir. On va essayer d'aller voir ce qu'on est capable d'aller voir ensemble. C'est un sujet qui est super important pour plusieurs raisons. Moi, je dis à mes gens, tu sais, de façon amateur, là, tu sais, que j'aime beaucoup réfléchir aux choses de façon avec la méthode scientifique. En fait, c'est une des choses, c'est mon intérêt personnel, mon angle un peu d'analyse des choses personnellement. Et donc, j'ai parlé avec Frédéric Lacroix, qui est un chercheur au niveau statistique par rapport à l'immigration. On a parlé d'identité canadienne-française, l'identité du Québec. J'ai parlé aussi avec quelqu'un comme François Chapelot, professeur de biologie, qui parle de la question du sexe binaire. Puis j'ai abordé un peu la question de, tu sais, de l'ethnie, de la race là-dessus. Et il y a des gens qui se disent dans le mouvement indépendantiste ethno-nationalistes. Tu sais, on peut penser à Nomos TV, Alexandre Cormier-Denis et tout ça. Et il y a beaucoup de différentes interprétation finalement de qu'est-ce que c'est l'identité du Québec et qu'est-ce que sont les Canadiens français. Et dans l'espace connu, médiatisé plus largement, on connaît Mathieu Bock-Côté qui lui va parler, mettons, de la majorité historique francophone. C'est son terme à lui pour parler de ça, donc de façon un petit peu plus politically correct en bon québécois. Donc vous, Monsieur Verrier, vous avez fondé la Fondation des Canadiens français, la Fédération, pardon, excusez-moi, des Canadiens français. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est pour vous un Canadien français? En fait, comment sont là? Et on verra vers où ça nous mène. OK, ben d'abord, pour peut-être certains points de présentation, je Oui. dois dire que j'ai écrit plusieurs articles sur le site Vigile qui sont toujours en ligne. Et puis, je m'intéresse au mouvement souverainiste depuis vraiment mon jeune âge. Là, j'ai mis quelque chose sur Facebook tout à l'heure où est-ce que Jacques Parizeau, quand il a joint le Parti québécois en septembre 1969, il avait commencé son discours à ce moment-là en disant pour ce qui concerne les Canadiens français. Alors, Jacques Parizeau, en 1969, se disait toujours Canadien français, mais je crois qu'il était à ce moment-là en transition, si on veut, parce que par la suite, il a plutôt adopté le vocable québécois. Pour vous dire que je roule ma bosse depuis un certain temps dans le milieu, c'est que j'étais là. Alors, en 69, chez Butch Bouchard, au restaurant Butch Bouchard sur la rue de Wow. Maisonneuve, OK. j'étais présent à cette occasion-là. J'étais présent quand j'ai vu passer le général de Gaulle sur la rue Sherbrooke. Euh, J'étais présent à beaucoup d'activités, j'en donnerai pas la liste, mais de toute façon, je veux simplement dire que je ne suis pas un nouveau venu pour ce qui concerne la participation et à la réflexion sur la question nationale des Canadiens français. C'est important en passant, M. Verrier, hein, parce que tu sais, il y a une question de génération et d'âge aussi et de vieillissement de population. Et vous faites partie des gens qui étaient là et qui maintiennent en vie l'essence de qu'est-ce que c'était le monde du Québec, du Canada français avant la Révolution tranquille. Puis nous, pour les plus jeunes et les encore plus jeunes, c'est quelque chose évidemment avec lequel on perd le contact, veut pas, tu sais, au fil des années, puis les gens qui nous quittent. Fait que le fait que vous soyez encore là puis que vous incorporez ça, c'est important de le mentionner. Pour qu'on sente, tu sais, moi, bon, tu sais, j'ai un côté énergétique, là, tu sais, que j'aime beaucoup comprendre, mais tu sais, la génération qui est là, vous la représentez, fait que merci de le mentionner.
Oui. Alors, ouais, oui. Puis là, disons que j'ai écrit sur Vigile à l'époque de Bernard Frappier, une personne que j'ai beaucoup aimée, puis qui m'a fait avancer beaucoup dans ma réflexion, on va dire. Et puis, par la suite, il est décédé. Vigile a été repris par d'autres personnes, Jean-Claude Pomerleau, Richard Lehir. Et puis, j'ai continué à contribuer, mais à partir de 2015, j'ai créé un petit blog là, sur Internet, gilles-verrier.blogspot.com. Et puis, à l'heure actuelle, j'ai 316 textes en ligne sur mon blog qui traitent de différents sujets. Alors, je le mentionne comme ça au passage. Et puis, à partir de janvier, en fait, la Fédération des Canadiens français a été fondée au mois de janvier 2020. OK. Alors, donc, ça va faire 5-6 ans bientôt. J'ai participé, c'est-à-dire qu'on a organisé également en octobre 2019 plutôt, un forum sur les 45 ans de l'étapisme, c'est-à-dire les 45 ans de l'idée référendaire au fond. On en a fait, si tu veux, une exégèse. Là. On a essayé de retracer les fondements de ça, où est-ce que c'était parti, puis ce que ça avait donné dans le temps, puis finalement de faire un bilan là-dessus qui a été un succès quand même intéressant sur le plan de la réflexion sur cette question-là. Donc, en 2019. Et puis, après la création de la Fédération des Canadiens français, on a commencé à faire certaines présences publiques. Naturellement, on a une page Facebook, on a aussi un site Internet canadien-franquet, il n'y a pas de CD, franquet.com, qui a été commencé en 2022, dans lequel on a établi également ce qu'on appelle un panthéon des Canadiens français. Un panthéon, si on veut, c'est une façade représentative d'un peuple. Alors, on a choisi là, avec beaucoup de soin, un certain nombre de personnages, des hommes, des femmes, dans différentes époques, etc., qui pouvaient représenter notre histoire sur la durée. Alors, donc, ça, c'était le départ du site Internet. Et puis, on continue à mettre des articles. Et puis, il y a des dossiers, il y a des choses qui peuvent intéresser certaines personnes. Et puis, à partir un petit peu plus tard dans la même année, on va dire en 2000, en 2020 plutôt, on a commencé à faire une opposition. C'était le 20e anniversaire de la loi 99-2000, une loi qui avait été adoptée par le Parti québécois à ce moment-là. Je crois que l'adoption, c'est le 7 décembre 2000 et la sanction, c'est le 14 décembre. À peu de choses près, là, si je fais une erreur de date, ce n'est pas grand-chose. C'est la loi sur les prérogatives et les droits du peuple québécois. C'était une loi qui était là pour répondre à la loi sur la clarté, pas à la loi, mais au renvoi sur la clarté qui avait été une décision de la Cour suprême qui avait été rendue 2 ans plus tôt, en 1998, Suite au référendum de suite au 95. référendum de 1995 exactement. Alors, donc, le Et gouvernement du Québec. pouvez-vous en parler un petit peu plus de la loi 99, parce que vous l'utilisez dans votre mémoire, puis on va en reparler après aussi. Oui. Donc, c'était quoi le truc principal, l'important dans ça? Ben nous, on a, c'est pas toute on a un point sur lequel on est vraiment accroché, on va dire. C'est que la loi 99, donc, le contexte, c'est qu'elle vise à répondre au renvoi de la Cour suprême sur la clarté référendaire, etc. Alors, ça, on n'a pas d'objection à ce que Québec, l'Assemblée nationale ou que le gouvernement du Parti québécois qui était dirigé par Lucien Bouchard à l'époque réponde à ça, c'est bien, bien d'accord. Mais là où on a des objections, c'est dans le préambule de la loi 99, où est-ce que le préambule, en fin de compte,
est un effort de décrire dans ses composantes le peuple québécois. Et puis, c'est là que ça devient intéressant parce que au sein du peuple québécois, le législateur, qui est présentement le Parti québécois, nous informe qu'il existe 11 peuples autochtones au Québec. Il nous informe qu'il existe une communauté anglophone disposant de droits consacrés. Alors ça, naturellement, ça nous a fait tiquer parce que qu'est-ce qui fait qu'une communauté constituante du peuple peut être, on peut lui attribuer des droits consacrés et d'autres pas? Ça m'apparaît une dérogation de l'égalité des peuples ou de l'égalité, si tu veux, des composantes d'un peuple, si on veut, ou des composantes du Québec en tant que tel. Et là, dans le fond, vous êtes en train de vous décrivez ça dans l'optique de quelqu'un qui est dans l'année 99-2000. Quand vous avez dit la législative du PQ, c'était le PQ de Bouchard dont on parle, là, c'est ça? Le PQ de Bouchard. Ouais, c'est Maintenant, ça, OK. nous, on est intervenu en 2020. Donc, Ouais, 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 ouais. OK. on a écrit un communiqué, puis on a fait de la diffusion d'un communiqué et de nos points de vue par rapport à ça pour finalement s'opposer, critiquer, expliquer pourquoi on n'était pas d'accord avec certains éléments du préambule de la loi 99 qui, dans un certain sens, si on est des personnes, on va dire, patriotiques, c'est quasiment humiliant. Parce qu'il y avait-tu d'autres choses? Là, je vous ai comme un peu interrompu, mais là, vous étiez en train de faire le préambule. Donc, il y avait Ben, les Premières Nations, les peuples autochtones, si on veut, les minorités les, anglophones. Y avait-tu d'autres choses ben, tout le monde est là, les immigrants, on les remercie. Ben, il n'y a pas de merci, mais je veux dire, on salue leur collaboration, leur contribution au développement de la société québécoise. C'est pas exactement ça que ça dit, mais il y a un petit mot à peu près sur tout le monde. Euh, Mais ce qui arrive, c'est que tout le monde est reconnu ou toutes les composantes sont reconnues dans le détail, hein. C'est ça que je veux mettre en évidence ici. On parle des 11 nations autochtones, elles sont toutes nommées, etc. Donc, on prend soin de tout le monde. Tu sais, là, on ne veut pas oublier personne là, tu sais, dans une description englobante là, du peuple québécois, parce que c'est la loi fondamentale du Québec. On a qualifié cette loi-là, plusieurs ont qualifié cette loi-là comme étant l'amorce ou le noyau d'une constitution pour le Québec. Et je OK. peux même OK. rajouter tout de suite que dans le projet de loi numéro 1 de la CAQ, il y a les termes du préambule, il y a des termes, les termes sont repris pratiquement textuellement de la loi 99, donc c'est encore d'actualité aujourd'hui, 25 ans OK. plus tard. Et puis, la CAQ a eu la bonne idée. Je ne sais pas s'ils nous ont lu ou s'ils ont juste réfléchi, parce que ça ne prend pas longtemps à réfléchir. Ils ont enlevé les anglophones comme droit consacré, tu sais, parce que entre nous, ça fait dur un peu. Tu sais, je veux dire, tu as une partie de la population qui a des droits consacrés, puis les autres ont quoi? Des droits ordinaires. Alors, je pense que dans une société Hmm. de droit, le droit des uns est égal au droit des autres ou équivalent au droit des autres et il ne doit pas y avoir de telle distinction. Je pense que c'est une maladresse du législateur d'avoir fait ça. La CAQ vient de l'enlever dans son projet de loi, alors on est content de ça, mais s'était opposé à ça. Mais qu'est-ce qui était aussi l'objet de notre désaccord, c'est que quand ça commence, ça dit le peuple québécois, je cite de mémoire, là, le peuple québécois étant ou se composant d'une majorité francophone. Alors, nous, les Canadiens français, dans le sens que naturellement, les Canadiens français ne sont pas là, c'est la Galles. Mais on est quoi là-dedans, dans le sens que vous appeliez Québécois francophone ou que vous appeliez Canadien français ou que vous appeliez Canadien tout court ou que peu importe comment, disons, ce qui arrive, c'est que le peuple fondateur, si on veut, de la Nouvelle-France, le peuple fondateur du Canada, 150 ans avant les Anglais, on va dire, dans le sens qu'on parle à partir de 1648, on parle des Canadiens, là, on est en Nouvelle-France. Alors ça, c'est quand même quelque chose de documenté.
dans le livre de Gervais Carpin qui étudie l'ethnologie du nom. Là. Alors, en 1648, on parle de Canadiens, puis la conquête, c'est en 1760. Mais qu'est-ce qui est regrettable et qui soulève notre opposition, c'est que nous soyons décrits comme des francophones ou comme une majorité francophone. Et puis, c'est ça que je trouve humiliant par rapport aux droits consacrés des anglophones, par exemple, si on prend ça comme exemple. Ouais. Et puis, si je peux juste rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que la question de se décrire comme francophone ou anglophone, c'est par le gouvernement du Québec et le Parti québécois, c'est reprendre directement la terminologie trudeauiste, hein, parce que cette terminologie-là origine de la loi de 1969 que Pierre Elliott Trudeau a fait adopter, la loi sur les langues officielles du Canada, la première version, la première mouture, c'est en 1969. Et puis, tout le monde ne le sait peut-être pas, là, ceux qui m'écoutent, mais Pierre Elliott Trudeau, c'est un antinationaliste. Hein? Alors, lui, il était contre les droits des Autochtones, d'ailleurs. Hein? Il avait dit les droits des Autochtones, jamais ils auront des droits, jamais ils auront de statut particulier. La réponse est non. Il était extrêmement opposé à ça, comme il l'était d'ailleurs par rapport aux Canadiens français. Donc, lui, c'est un mondialiste, un antinationaliste. Et puis, donc, avec sa loi sur les langues officielles, il voulait faire disparaître les nations du Canada, ni Canadiens anglais, ni Canadiens français, ni autochtones, mais simplement des individus. Et puis, donc, les individus, la concession qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait des anglophones et des francophones. Et toute la question nationale du Canada a été réduite à cette dimension-là de francophones et d'anglophones. Si vous allez dans les provinces autres que le Québec, c'est des communautés francophones. Hein. Bon, alors partout, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui est comique là-dedans, c'est que le gouvernement du Parti québécois n'a même pas la pugnacité, même pas la combativité ou la résilience pour au moins employer un langage différent de celui qui a été mis à la mode et établi par Trudeau. Tu sais. Puis c'est ça qu'on voit dans la loi 99 et c'est ça qui est un petit peu, disons, ordinaire. Alors, donc, ça, c'était premier fait d'armes. À chaque année, on est revenu d'ailleurs pour s'opposer à la loi 99 parce qu'on trouve que c'est un combat important. Tu sais. Ouais, Je veux ouais. dire, là, tu parles d'un gouvernement qui veut faire l'indépendance du Québec. Hein? Pensons-y, là. Hein? Alors, ça va être quoi l'indépendance du Québec? Je ne sais pas si tu veux qu'on aille là tout de suite ou. Ben, écoute, il y a tellement de choses, en fait, dont, tu sais, il y a plein de sujets mélangés à tout ça qui sont fascinants les uns les autres, que ce soit de l'histoire, et puis vous avez parlé de Trudeau en tant que tel, qui est toute une autre histoire là-dedans. Mais pour revenir, en fait, au texte en tant que tel, au préambule, donc, de la loi 99, dites-moi si je dis quelque chose qui n'est pas juste en résumant ce que vous avez dit. Donc, passer par le PQ autour de 99-2000, sous Lucien Bouchard, qui reprend la définition des peuples sur le territoire du Québec en nommant les différents peuples autochtones, les Anglais, les immigrants, mais en utilisant juste le terme majorité francophone, dans le fond, pour le Exact. reste. Et donc, Exact. ce reste-là, finalement, ça devrait être le pilier central du Québec. Et donc, Mm, ça, ce serait les Canadiens français, dans le fond. mm. Il Donc, ne veut pas selon passer vous, pour des racistes. ben en fait, c'est là que je vais aller un petit peu. Donc c'est ça, en fait, tout ça gravite autour de la terminologie canadien-français, dans le fond. Donc, dans votre combat des 25 dernières années ou votre analyse du processus et tout ça, vous en êtes venu à définir ça comment, dans le fond, pour vous, les Canadiens français? Parce que là, on dit majorité historique, ça me fait penser justement à ce que je disais en l'introduction, à ce que notre indépendantiste fervent médiatique Mathieu Bock-Côté parle toujours de majorité historique francophone. Mais finalement, c'est quoi, dans le fond? Monsieur Bocoté parle de majorité historique francophone, c'est par pudeur.
c'est parce qu'on ne peut pas nommer ce peuple-là. D'abord, il faut voir que l'identité québécoise s'est imposée un petit peu parce que, à cause du dénigrement qui a été fait à propos de notre peuple, tu sais. C'est comme, comme ça me vient à l'esprit comme ça. Pierre Vallière avait écrit un livre qui s'appelait Nègre blanc d'Amérique là, dans les Mhm. années 60. Bon. Mais je veux dire, nous, c'est parce qu'on est blanc. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas avoir de vraie lutte de libération nationale avec notre propre peuple historique. Comme je le mentionnais tout à l'heure, Canadien, c'est notre nom. Canadien, c'est comme ça que les gens qui ont commencé à développer le pays physique, là, le pays réel qui est le nôtre aujourd'hui, s'appelait Canadien. À partir de 1648, il se parlait, toi, on est nous autres les Canadiens, etc. Donc, ça existe depuis 1648. Et quand les Anglais ont pris Québec et Montréal et finalement le traité de Paris en 1763, euh, on a continué à s'appeler Canadiens. Eux autres, ils ne s'appelaient pas Canadiens, là, ça n'existait pas. Là. Eux autres, c'était des Britanniques. D'abord, il n'y en avait aucun qui était né ici. Puis pendant un bon bout de temps, ils ont continué à s'appeler Britanniques et Anglais. Puis quand l'indépendance des États-Unis est arrivée, à partir de 1783, au moment de la Constitution américaine puis de l'indépendance américaine, ça s'est finalisé. Les loyalistes sont venus ici en masse. Hein. Ils ont colonisé une partie des cantons de l'Est et puis dans les alentours de Rawdon, par exemple, là, les noms anglophones qu'il y a là, c'est des loyalistes. Et puis dans le comté de Pontiac également, les places comme Campbell's Bay, puis Bristol, puis Shawbill, puis ces places-là, ben, c'est des loyalistes. Hein. Alors, dans le coin de Rawdon, on va dire, dans ce comté-là, la Naudière, dans les cantons de l'Est, la plupart, beaucoup, un grand nombre se sont assimilés aux Canadiens français depuis. Mais dans l'ensemble, on va dire, les loyalistes, avant de s'assimiler ou avant de se dire canadiennes, il y en a coulé beaucoup d'eau dans le fleuve, là, dans le sens qu'eux sont venus ici parce que c'était des farouches partisans de la couronne. Ouais. Alors, il n'est pas venu à l'esprit tout de suite de se dire canadienne, là. Alors, on a été les seuls Canadiens. Personne ne voulait s'appeler Canadien. Les Anglais, aucun Anglais voulait s'appeler Canadien jusque dans les alentours de 1850, 1840, 1850. Mhm. Si je compte bien, là, 1648, 1748, 1848, on a été 200 ans les seuls Canadiens ici, tu sais. Ouais. Alors là, oui, il y en a qui me disent, puis d'ailleurs, je le lis, tout le monde le sait, tout le monde l'a lu ou l'a entendu en quelque part, ils nous ont volé notre nom. La belle affaire. Ils nous ont volé notre nom. Ah oui. Mais un nom, ça se vole, mais ça se reprend. Puis si on pense qu'il y a un voleur de nom, je veux dire, on va dire, regarde, c'est pas ton nom, tu nous l'as volé, et puis nous, on va le défendre, tu sais. Je veux dire, le combat commence là, c'est pas par la résignation qu'on va gagner des points, c'est par le maintien de notre identité, le maintien de notre existence, le maintien de notre longévité ici, tu sais, sur ce territoire. Alors, on n'a pas à avoir honte de notre nom. Nous sommes Canadiens. Nous sommes les seuls Canadiens pendant 200 ans, puis on n'est pas des Canadiennes, tu sais, comme souvent je me dis, au fond, ils devraient s'appeler Canadiennes, puis nous autres, on s'appellerait Canadiens, tu sais. Ouais, 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 Et je regardais ça l'autre jour parce que je faisais une petite recherche sur le fédéralisme à travers le monde pour me rendre compte, je le savais déjà, mais je voulais étudier un petit peu plus les différents types de fédéralisme. Comme ici au Canada et aux États-Unis, c'est un fédéralisme administratif. Mais il y a des pays dans le monde où c'est des fédéralismes ethniques qui sont basés sur les peuples. Alors ici, on pourrait revenir plus tard, mais le Canada a une certaine histoire dans le sens de notre histoire constitutionnelle. On est quasiment passé proche d'avoir un fédéralisme des peuples plutôt que d'avoir un fédéralisme administratif.
Mais tout ça pour dire que là, je suis en train de m'égarer. Non, mais il n'y a pas de trouble. En fait, vous êtes directement là où est-ce que je veux OK, aller. c'est comme, OK, on ne veut pas se faire voler notre nom. OK, c'est Ah, allez-y, parfait, ouais. Si vous l'avez, je vous laisse aller, je vous laisse aller. le fil de la pensée me revient, c'est qu'en faisant cette petite recherche-là sur des pays étrangers où est-ce qu'il y avait des pratiques de fédéralisme ethnique, je suis tombé sur la constitution du Nigeria, un pays d'Afrique, hein. OK. Et puis à côté, il y a le Niger. Et Ouais. puis eux autres, ben, pour ne pas se mélanger, c'est facile. Ceux du Nigeria, c'est des Nigériens. Ceux du Niger, c'est des Nigériens. Et c'est deux peuples. Tu sais. Fait que, pourquoi nous autres, on ne serait pas des Canadiens, puis eux autres, des Canadiennes? Tu sais? Je veux dire, dans le fond, il y aurait une certaine logique là-dedans, mais tu sais, il faut qu'il y ait une volonté, en quelque part, de prolonger notre passé dans un présent qui tient debout. Tu sais. Moi, je ne peux pas faire ça moi tout seul. Euh, Puis c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, d'abord, on est blanc, ensuite, on est un peuple ethnique, mais tous les peuples sont des peuples ethniques, hein. Il n'y a pas de peuple sans ethnie. Et puis, je peux revenir un petit peu parce qu'il a été question d'ethnie un petit peu plus tôt entre nous. Je ne sais pas si c'était en ondes ou pas, mais quand on parle d'ethnie, je veux dire, c'est pas. L'ethnie et la race, c'est deux choses différentes, hein, d'abord. Dans le sens que ethnie, c'est pas ethnicisme, Qu'est-ce hein. que vous voulez dire par là? L'ethnicisme, c'est de valoriser l'ethnie, si tu veux, pour plus dans un esprit, on va dire, qui est racial, racialiste, tu sais, ethniciste. Mais l'ethnie, c'est simplement une nation ethnique ou un peuple, une ethnie. L'ethnie, c'est des caractéristiques sociologiques, culturelles et historiques. Alors, on a tous une ethnie, tu sais. On appartient Ah ouais. à une culture, on appartient à une sociologie et on appartient à une histoire. Alors, Hey, c'est ça. j'aimerais ça réfléchir avec vous avec ça en même temps parce que c'est dans votre mémoire et dans votre site web, c'est une chose que j'avais remarqué en fait, justement, puis c'est une des places que je voulais aller, votre question de fédération, constitution de fédération ethnique versus juste de pays finalement, ou comment vous dites, administrative dans le fond. Administrative, ouais, étatique ou administrative, tu sais, comme au Canada, c'est des provinces découpées, comme par exemple, si tu regardes la Découper des ethnies. configuration, il n'y a pas d'ethnie. Si tu regardes la carte, ils ont tracé des lignes droites sur un espace relativement vide pour former le Manitoba, la Ouais, Saskatchewan, ouais, ouais. l'Alberta. C'est des divisions administratives, tu sais. Alors que si tu prends des pays comme les deux plus grandes fédérations dans le monde en termes de population, c'est l'Inde qui pratique un fédéralisme des peuples, parce que toutes les provinces indiennes correspondent à un peuple en particulier. Puis à l'intérieur des provinces indiennes, il y a des sous-divisions parce que c'est extrêmement diversifié en tant qu'ethnie. Alors, dans chacune des provinces, il y a des subdivisions qui accordent une certaine représentativité, si tu veux, dans le sens, on les nomme, tu sais, ils existent, parce que des fois, il y en a qui ne sont pas nombreux, qui ne sont pas très développés, etc. Bon, alors, il y a cette déclinaison-là qui est faite, si tu veux, par rapport aux ethnies à l'intérieur de la Constitution fédérale de l'Inde. Right, right. Ben oui, mais c'est super intéressant en fait. Puis c'est ça un peu l'angle mort dont je parlais au début que vous apportez, qui n'est pas discuté. En tout cas, c'est à moins que je me trompe, là, c'est très discret si des gens parlent de ça, parce que moi, ça fait pas 30 ans, là, mais tu sais, ça fait quand même plusieurs années que je m'intéresse à la question. Puis votre point comme ça, c'est pas quelque chose sur lequel j'étais tombé, tu sais, du tout. Puis je suis quelqu'un qui cherche quand même, là, tu sais, si je me Oui, compare à d'autres, là, c'est mon problème d'ailleurs. oui, oui. Voyez-vous? Essaye d'arrêter. Ben, c'est ça, tu sais, puis ben, pas capable, pas capable. Fait qu'en tout cas, ça, c'est une autre affaire. On va essayer de m'arranger avec mes troubles. Mais j'aimerais ça. Est-ce qu'on peut creuser ça ensemble? Parce que j'ai renoté une couple de définitions, puis je voulais vous les partager, puis voir ce que vous en pensez. Sur ce point-là, tu sais, si on prend une loupe, là, puis après ça, on ressortira sur d'autres choses dans votre mémoire, mais c'est probablement le point le plus contentieux de toute la question générale de ce qui se passe présentement, selon moi. En tout cas, c'est pas pour rien que vous notez ça, j'ai l'impression, puis que c'est ça qui vous chicote. Et c'est la chose que les gens, dans ce qu'on pourrait appeler
l'éventail des offres, les gens parlent pas de ça parce que les gens sont pas à l'aise. C'est comme une patate chaude, la question ethnique, tu sais, présentement. Alors que dans d'autres places au monde, comme vous avez dit, que ce soit le Nigeria ou d'autres, c'est comme un fait normal. Et il y a des ethnies qui occupent des territoires et ça fait des matchs qui peuvent être légiférés de façon normale sans que ce soit un problème, là, tu sais. Donc, pourquoi est-ce qu'ici au Québec, c'est un problème, tu sais? Mais vous l'avez mentionné, vous avez dit deux fois, je pense une couple de fois en tout cas, que bon, le problème, entre autres, c'est qu'il y a la question blanc, tu sais, donc on est un peuple blanc là-dessus. Fait que selon vous, l'identité canadienne-française est blanche d'une certaine façon. On se comprend là-dessus, c'est comme un fait, j'ai l'impression. Je me Oui. trompe pas en disant ça, selon votre perception. Euh, Disons, je n'ai pas d'objection qu'il y en ait quelques-uns qui ne soient pas blancs, mais je veux dire, Ah non. euh, pas, c'est pas si pertinent, là. C'est pas qu'on on refuse, mais que, je veux dire, ça fait partie des droits de la personne, si tu veux, d'appartenir à un peuple. Alors, on a le droit d'appartenir à un peuple. Si on s'adonne qu'on est blanc, on a le droit d'être blanc. Je veux dire, on a le Ouais. droit. C'est même pas un droit, on est blanc. Donc, mais C'est ça un fait peu ça partie l'affaire, des tu sais. droits, ça fait partie des droits de la personne, de- t'as le droit de choisir l'appartenance à ton peuple. Et si ton peuple est discrédité, puis ton peuple n'est pas. Le peuple canadien-français est valorisé aucunement depuis 55 ans. Aucunement valorisé. Ouais. Non, même c'est sous-valorisé, tu sais. Et C'est de là, discrédité. discrédité finalement, et de là D'abord, l'incorporation que les Québécois ou les Canadiens français ont. Tu sais, souvent on dit on est né pour un petit pain ou on se dévalorise parce qu'on se comporte en mhm, colonisé, mais tu sais, ça vient pas de nulle part non plus, là, tu sais, c'est à force de décennies de ne pas avoir de fierté nationale. Avec cette composante-là qu'on pourrait dire ethnique, tu sais, d'une certaine façon. Et en lien avec ça, c'est ça, comme je vous disais tantôt, tu sais, j'aime la question des définitions ou la question un peu de la précision. Fait que j'étais allé voir un petit peu pour comprendre un peu mieux votre idée de fédéralisme ethnique, la notion, la définition de qu'est-ce qu'une ethnie. Et ce que j'ai vu, c'est que c'est défini comme un groupe humain partageant une culture commune, une langue, un dialecte, des traditions, des coutumes, une histoire, une origine géographique, donc il y a un lieu géographique, comme on parle d'une nation, d'un territoire, ou une ascendance aussi, ainsi qu'un sentiment d'appartenance à un groupe. Donc, ça, ce serait la définition de ethnie. Donc, c'est large, ça inclut beaucoup de choses, de la culture à l'ascendance. Mais moi, c'est le mot ascendance qui m'a un peu allumé là-dessus. J'étais comme, OK, mais l'ascendance, ça veut dire il y a une lignée quelconque. Et donc là, selon moi, dans ça, je sens la composante biologique, là, tu sais, ce qu'on pourrait appeler à la limite génétique et généalogique. À l'intérieur des différentes choses qui composent la définition d'une ethnie, il y a probablement aussi ça. Et donc là, ça veut dire gens de même origine, en fait. Donc le concept est dérivé du grec qui signifie gens de même origine, qui se mhm. distingue de la notion de race, qui est juste les caractéristiques biologiques, en fait. Mais il y a l'origine là-dedans. Et donc, l'ethnie est souvent perçue comme un sentiment de partage d'une ascendance commune, que ce soit à cause d'une langue, des coutumes, des ressemblances physiques ou de l'histoire vécue, comme le souligne Max Weber, entre autres, dans le dictionnaire. Donc, il y a la question des ressemblances physiques qui est aussi inclue dans l'ethnie, qui est, veut pas, d'une certaine façon, associée à la biologie aussi et à son ascendance dont on parle dans la définition biologique. Alors, moi, la raison pourquoi je voulais parler de ça, c'est que euh, malgré tout, on peut pas non plus effacer 100% la notion biologique de la chose, je crois. Et même dans les définitions scientifiques et dans le milieu scientifique, comme avec les biologistes, avec qui j'ai parlé entre autres avec M. François Chapelot, il dit on n'utilise pas le terme race et le terme ethnie à peu près, tout ça, mais c'est pas parce que c'est pas précis, c'est une question de politiquement correct, en fait, à cause de l'entachement qui a été fait sur ces terminologies-là depuis, entre autres, la Deuxième Guerre mondiale et les dérives, tu sais, potentielles de ça. Mais au niveau de la définition d'une ethnie et d'un peuple, il y a une caractéristique physique, génétique qui est là, qui est juste normale aussi. Et selon moi, en tout cas, à moins que des gens, ou peut-être même vous, vous soyez pas d'accord avec la conclusion que je tire de ces définitions-là, c'est aussi quelque chose, j'ai l'impression, qu'il faut peut-être arrêter aussi de toujours s'excuser et de ne pas parler des choses comme elles le sont. Il y a quand même une certaine partie de génétique. Tu sais, si on est blanc, puis on a le droit d'être blanc sans s'excuser non plus, tu sais.
comme vous Oui. disiez dans le fond juste avant. Mhm. Effectivement, disons que c'est une définition, en fait, ce que tu as exprimé là-dessus par rapport à l'ethnie, c'est pas mal inoffensif, puis c'est pas mal naturel. Ben Euh, exactement, tu sais, je veux euh, dire, moi je ressemble à mes parents parce que on partage la même souche génétique et je ressemble pas aux voisins, c'est normal. Puis j'ai un frère adopté puis il nous ressemble pas, tu sais, mais notre union est plus forte que la différence et c'est ça la beauté de l'humain, c'est que notre conscience est capable de transcender ça et on peut traiter tous les différents peuples et les différentes ethnies de façon égalitaire devant la loi, tu sais. Et c'est ça, j'ai l'impression, la beauté de l'humain, c'est que si on peut reconnaître le réel et le physique et le biologique, on est capable de transcender ça et dans le fond de se traiter en humain de façon respectable, tout le monde ensemble. Donc, mhm. pour faire ça, selon vous, si on revient à votre projet global, à vos critiques, à votre moratoire et aux amendements que vous voulez apporter au projet de la CAQ, quelle devrait être la place finalement de l'ethnie canadienne-française et qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que, donc, votre message général, c'est que on devrait aller plus vers un fédéralisme et laisser tomber l'indépendance d'une certaine façon? Est-ce que la marche vers l'indépendance est quand même un bon chemin, mais il faudrait inclure des démarches comme vous le proposez à la fédération? Donc, quelle est votre vision une fois qu'on a passé par-dessus l'éléphant dans la pièce là, dont on vient de parler? Ouais, ouais. Bon, d'accord, juste pour conclure sur la question d'ethnie, Oui, à moins d'être né dans un chou, tu sais, comme on dit ça aux petits-enfants, tu es né dans un chou, on est dans les choux, tu sais, pour ne pas expliquer comment la procréation se fait là, aux ouais, ouais, c'est enfants ça. en bas âge par pudeur. Alors, à moins d'être né dans des choux, je veux dire, on a tous une ethnie en partage, le monde entier est fait d'ethnie, alors on ne peut pas vraiment éviter ça. Euh, c'est certain que l'insistance n'est pas à parler d'ethnie à journée longue, c'est pas l'idée, tu sais, comme dans le sens que c'est pas euh, il y a quelque chose de naturel puis il y a quelque chose de fondamental dans l'appartenance à une ethnie, tu sais. Mais c'est pas nécessairement quelque chose c'est quelque chose à partager avec d'autres ethnies, tu sais. Dans le sens que Ah oui, si tu regardes des peuples comme la Russie, qui est une fédération de peuples, comme l'Inde, ils ne font pas nécessairement la guerre entre eux. Bon, on va prendre d'autres exemples encore. On peut prendre l'exemple de la Suisse et de l'Allemagne, qui sont tous les deux des pays fédéraux avec des assises ethniques. Alors, en Suisse, c'est des cantons. En Allemagne, c'est des Länder, comme la Rhénanie, la Bavière, la Saxe, etc. Alors, l'Allemagne est un fédéralisme avec des assises ethniques. Mais la Suisse, pareil, mais c'est des pays qui ne font pas des guerres intestines, ils ne se battent pas entre eux parce qu'ils sont des ethnies différentes. D'ailleurs, de toute façon, quand l'ethnie est reconnue ou quand les droits des peuples sont reconnus, normalement, c'est plus de nature à apaiser les tensions qu'à de les exacerber. Tu sais. Là où les tensions deviennent plus grandes, c'est quand il y a de la discrimination ou des traitements inégaux. Comme oui, par exemple le cas des Canadiens français et des Acadiens au Canada. C'est des traitements injustes, inégaux. Il y a du rattrapage à faire, il y a des réparations à faire. Et puis quand je parle de blanc, ce n'est pas parce que je veux valoriser la race blanche, mais c'est la race à l'heure actuelle qui est la moins valorisée. Dans le sens que si tu regardes où vont les fonds aujourd'hui, les fonds publics, en termes d'ethnie, les fonds publics pour les ethnies, ils vont uniquement pour les immigrants ou pour les Autochtones. ouais. Mais il n'y en a pas pour les Canadiens français, il n'y en a pas pour les Acadiens, parce que notre ethnie est honteuse en partant, tu sais. Est à mettre de côté en partant. Ce n'est pas légitime, tu sais. C'est comme s'il y avait quelque chose de pas légitime C'est à quasiment réclamer des la droits notion pour du nous-mêmes. péché originel quand t'es blanc Ah, maintenant. Là. Tu viens au monde avec avec la croix, pas la croix, mais avec les cornes de Satan, là, pratiquement. Là, tu sais. ouais, ouais. Alors, c'est ça. Donc, maintenant, oui, moi, disons, comme pour répondre à ta question de manière très rapide, et on peut élaborer, mais de manière très rapide, si tu regardes la composition ethnique du Québec ou la composition des populations ou des peuples du Québec, on va dire, par exemple, essentiellement, il y a une communauté anglophone qui s'est installée ici, qui est chez elle.
il y a des peuples autochtones qui sont chez eux, et puis il y a des Canadiens français qui sont aussi chez eux. Alors, on partage le même territoire. Donc, il faut s'entendre en quelque part. Mais pour s'entendre, il faut se reconnaître. Puis, de la façon que l'indépendance du Québec fonctionne avec le Parti québécois depuis l'époque du Parti québécois, c'est que d'abord, on a mis de côté l'identité canadienne-française pour l'identité québécoise, mais ça faisait plus moderne, puis ça faisait plus inclusif, mais aussi c'est très ambigu, tu sais, l'identité québécoise. Est-ce que ça correspond à tout le monde du Québec ou est-ce que ça correspond à ceux qui se disaient Canadiens français avant? Si tu dis que c'est l'un, on va te dire que c'est l'autre. Si tu dis que c'est l'autre, on va te dire que c'est l'un. Mais je veux dire, si on prend l'exemple des deux référendums de 80 et de 95, on voit bien qu'il y a une division ethnique qui est extrêmement claire. Je veux Dans les dire, livres de vote. 95 des anglophones Ah votent oui. non. Les Canadiens français sont ceux qui ont voté oui à 60. Les Canadiens français sont divisés, donc on n'est pas si ethnique que ça. Ouais. Donc, on a voté à 60, mais il y a 40 qui ont voté non. Ouais, Donc, nos on n'est valeurs pas, sont c'est pas moins nous autres, ethniques que les anglophones, finalement. on n'est pas aussi tissés serrés qu'eux autres, quoi. Ouais, ouais. Hein? OK. Alors, donc, mais essentiellement, il y a trois peuples, tu sais. Bon, il y a trois peuples. Les Autochtones vont dire, OK, on n'est tous pas pareils, mais tu sais, dans le sens que c'est des peuples de l'époque pré-colonisation européenne. Hein. On va dire qu'on va les mettre ensemble, puis ils sont dans un statut politico-juridique qui est assez identique, là. Ils forment des réserves ou des. Enfin, ils ont toute toute l'appareil juridique là, qui les concerne, qui les rend communs, si tu veux, sur le plan de politique. Alors, pour moi, ceux qui mènent le mouvement séparatiste, indépendantiste, comme le Parti québécois, ils veulent que ça soit un peuple, mais ils veulent former, tu sais, c'est ambigu, tu sais, c'est pas clair, parce que est-ce que parce qu'on va faire l'indépendance, il va y avoir juste un peuple au Québec, ça va être le peuple québécois, puis il n'y aura plus de nation, il n'y aura plus de cette distinction-là va disparaître? Puis même, ça va plus loin que ça, parce que même s'il y avait un oui, parce qu'ils veulent procéder par référendum, encore une fois, Ouais. apparemment, si on va dans cette direction-là, si par exemple un oui l'emportait, on va dire à hauteur de 52, 53, mettons ça à 50. À ce moment-là, est-ce que tu peux former légitimement un pays si massivement d'autres populations qui sont implantées sur le même territoire, même si c'est pas, même si démocratiquement ils ne l'ont pas emporté, mais eux, massivement, dans leur propre communauté, ils ne sont pas d'accord. Puis d'ailleurs, ils vont être encouragés à ne pas être d'accord, si tu veux, par Ottawa. Tu sais. Ouais, Alors, il n'y a pas bon, alors, d'inquiétude tu sais, là-dessus. Il va y avoir donc, du charbon dans le four, là, c'est sûr, dans le oui, four. ouais, exactement. Alors, donc, ça risque d'être ingérable, tu sais, je pense, dans le sens que on a vu comment que ça crée des tensions en 80, en 95, etc. Puis finalement, on finit par prendre notre trou, tu sais, parce que on a pris notre trou en 95, dans le sens que si on considère, par exemple, que 60 des Canadiens français avaient voté oui, donc nous, légitimement, on avait le droit peut-être de réclamer des négociations constitutionnelles à ce moment-là, en disant qu'il y a une crise de légitimité du fédéralisme tel qu'il est à l'heure actuelle, c'est clair. Un des peuples qui est majoritaire au Québec, qui se prononce contre, pour se séparer ou pour la souveraineté partenariat, là. Donc, ça crée un problème de légitimité du fédéralisme. Il me semble que le discours, peut-être, qui aurait dû être fait le soir de la défaite, aurait peut-être dû aller plutôt dans ce sens-là, tu sais, que d'employer des mots chargés, si tu veux, parce que quand même, tu sais, si tu dis des bottes ethniques, etc., c'est sûr Ouais. que ça donne une charge aux mots ethniques et tout ça qui est assez, c'est malhabile, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire, tu sais. Ouais, ça, je pense que les gens sont assez unanimes là-dessus. C'était à tout le moins malhabile. Ouais. Et les autres, il y en a qui veulent dire que c'était pire que ça. Mais en fait, c'est intéressant parce qu'avec la saveur de notre discussion d'aujourd'hui, par rapport aux propos de M. Parizeau, c'est intéressant parce que en disant vote ethnique, ça exclut
nous-mêmes étant comme une ethnie. Donc, je trouve ça Ouais. intéressant. Ça, je l'avais jamais flashé comme ça. Ben, en fait, non, mais nous autres aussi, c'était un vote ethnique, dans le fond. En fait, si tu veux, on va s'arrêter là-dessus un petit peu parce que Ouais. OK? Parce que en réalité, même à ça, d'après moi, c'est pas correct de parler des immigrants. En fait, il y avait une raison pour ça. C'est parce que les Juifs, les Grecs et les Italiens avaient fait une réunion ensemble, les représentants des communautés, puis ils avaient appelé leur communauté à voter non. Donc, c'est ça l'histoire qui est derrière ça. Mais c'était pas quelque chose à dire dans cette histoire-là. On est d'accord. Mais en réalité, les immigrants ne devraient pas former des groupes ethniques parce que les immigrants, ils viennent ici individuellement En théorie. pour se joindre aux communautés existantes. Ils ne viennent pas ici pour faire de la colonisation. Ben, Ils viennent ici pour s'intégrer. c'est ce qu'on pense qui devrait être une immigration normale, mais on s'entend que depuis 20 ans et quelque chose comme ça, c'est pas ça qui se passe, là, tu sais. Mais il faut les ramener à la normalité. Alors, Les donc, gens, ils se font pas dire ici, allez vous intégrer quand ils s'en viennent au Canada, ils disent pas allez vous intégrer à la majorité là-bas. Ils se font dire allez là-bas et vous allez avoir des gens quasiment de votre communauté, vous allez pouvoir continuer votre culture, votre mode de vie là. ouais. Tu sais. Effectivement. Donc, ça, c'est la réalité. Comme je suis parfaitement d'accord, dans le sens qu'on encourage, le multiculturalisme encourage les immigrants à former des communautés ethniques. Mais c'est une recette pour des troubles civils. Je veux dire, si ça continue dans cette direction-là. C'est une recette pour des tensions sociales. C'est pas qui fait ça, pourquoi on fait ça, c'est comme c'est pas c'est contraire à la paix ou au bien-être. Je veux dire, les immigrants, si tu t'en vas vivre dans un pays étranger, c'est une décision individuelle, une décision familiale au pire, mais c'est une décision individuelle, mais tu t'en vas vivre dans ce pays-là qui, on dit, qui prend mari, qui prend pays, qui prend pays, prend le pays, mais s'adapte au pays, puis il devient, il veut éventuellement devenir une personne de ce pays-là. Ça devrait être ça, l'ambition des immigrants. Alors, les immigrants ne sont pas destinés à être des groupes ethniques. Ils sont destinés à s'assimiler. Et c'est bien dit, mais ce n'est pas leur faire offense de dire ça. C'est la politique normale d'immigration, comme elle se passait antérieurement, jusqu'à ce qu'on arrive dans les pays occidentaux, parce que ce n'est pas juste le Canada, mais c'est un problème qui frappe l'Europe, qui frappe les États-Unis et qui nous frappe aussi. Ouais. Nous, en tant que peuple fragile et non reconnu, nous autres même, on est sans statut. On n'a même pas le droit d'être un groupe ethnique. Alors, donc, en réalité, le groupe ethnique qui a voté non, c'est les anglophones. C'est ça le groupe ethnique. C'est eux, là, dans le sens que c'est eux qui ont voté non à 95 ou plus, je pense que c'est plus que 95. Ça me fait faire une parenthèse sur votre définition des groupes tu sais, générales là, du Québec, des groupes ethniques. Parce que là, quand vous parlez du groupe anglophone, ça inclut les immigrants intégrés allophones, si on veut, et anglophones. Iriez-vous jusqu'à faire une différence? Mettons qu'on se disait, OK, on renomme, on fait un truc entre les anglophones historiques, l'ethnie WASP, là, si on veut, et les ethnies subséquentes à ce niveau-là, ou ce serait plus anglophone? Je pense qu'il faut. Moi, je ne suis pas porté à aller trop loin là-dedans, dans le Ah, sens que OK. sinon, on s'en va dans l'ethnicisme. Tu sais, je veux dire, c'est pas de vraiment couper les cheveux en quatre. Là, tu sais, si tu n'as pas les yeux bleus, tu n'es pas un vrai blanc. Ah, c'est ça. C'est pas drôle. Là, tu sais, je veux dire, il ne faut quand même pas exagérer. Tu sais. On n'est pas là-dedans. On est dans le bon sens. Tu sais, dans Ouais. le bon sens. Et puis, rendu là aussi, après, ne faut pas que ça soit manipulé par des extrémistes ou par des gens qui veulent aller là. Ce n'est pas le but. Le but, c'est la paix sociale. Exact, exact. La paix sociale, c'est le respect des peuples. Alors, il faut que les peuples se respectent les uns les autres, puis il faut que tu aies des structures politiques qui permettent la paix sociale et la vie ensemble. Ouais, là, Alors, présentement, ce qui se passe, c'est que les critiques, si on veut, de ce genre de conversation-là, euh, dans le monde médiatique général ou alternatif même, vont dire que, mais en fait, non, c'est que s'il n'y a pas de paix sociale, c'est parce que le groupe dominant n'est pas assez inclusif par rapport aux ethnies qui arrivent, dans le fond, et qui s'installent sur place ou aux autres cultures, tu sais. Euh, Fait que, tu sais, c'est comme un argument massu, si on veut, coup de poing, que tu fais, whoop, qu'est-ce que je dis à ça, tu sais. Puis là, en plus, vous voudriez vous officialiser comme une ethnie vous-même.
Et donc là, tout de suite à ça, tu sais, il y a les accusations, évidemment. C'est des accusations comme ça qui, selon moi, sont pas tant rationnelles, mais qui sont dures à contrer dans un discours public comme ça. Tu sais, tu dis, ben non, tu sais, on veut juste exister, on veut pas dominer d'autres groupes. Tu sais. Donc, est-ce que, comment, selon vous, ce que je sens, en fait, c'est un désir de clarification, dans le fond, un désir de clarification, parce que le flou dont vous parlez, dans le fond, moi, ce que je vois de mon côté sur les réseaux sociaux et puis des gens de ma génération, mettons, là. Moi, j'ai resté 11 ans à Montréal, tu sais, aussi. Tu sais, je suis promené au Québec. J'ai resté 11 ans à Montréal, je viens de région, j'ai grandi à Québec aussi. J'ai quand même j'ai parcouru quand même le Québec à plusieurs reprises. Mais le flou est répandu dans la population aussi, là, tu sais, dans le sens que les immigrants, même de deux, trois générations, tout ça, euh, ils comprennent pas nécessairement tout ça parce que c'est flou même pour nous autres, tu sais. Donc en précisant ça, selon vous, euh, c'est quelque chose qui pourrait amener finalement une paix sociale, au moins de se reconnaître et de savoir, OK, on parle de Canadiens, Français, c'est eux, donc c'est normal parce que c'est reconnu par le gouvernement. Dans le fond, je suis-tu Ouais. un peu l'idée de la démarche puis l'intention derrière votre truc? Mais en fait, on est un peu sur la défensive, hein. On est extrêmement sur la défensive, puis on a peur de s'affirmer. Tu sais. C'est ça qui ressort de la situation. Alors donc, bon, le mot qu'on employait à l'époque, c'est on est un peuple colonisé, mais ça ressemble à ça, tu sais. On n'a pas de droit, on n'a pas le droit de demander des droits. On n'a pas de financement pour nous pour faire valoir ou faire développer notre communauté nationale, pour faire valoir notre culture, etc., développer ces choses-là. On est acculé au pied du mur, on est dans le coin, tu sais. Ouais, Et puis, ce que je me dis, c'est que s'il y a une indépendance qui se produit dans des circonstances comme celle-là, ce n'est pas nous autres qui va mener, là. Même le Québec indépendant, tu sais, on n'est pas, on est vraiment dans une position où est-ce qu'on a beaucoup de difficultés à s'affirmer comme peuple. Euh, et puis, là, puis éventuellement, c'est sûr que s'il n'y a pas de volonté de s'affirmer et de volonté de s'émanciper, dans le sens que d'avoir des institutions politiques propres, il faut qu'on ait des institutions politiques qui nous appartiennent, comme les Autochtones. C'est ça qu'on demande dans le mémoire, au fond, hein? C'est qu'on ait un statut qui soit semblable ou parallèle, si tu veux, à celui que les droits qui ont été obtenus par les peuples autochtones, à propos desquels Pierre Elliott Trudeau dirait non, jamais, ils n'en auront jamais, mais aujourd'hui, il y en a. On n'a pas la même histoire, là. Eux, ils ont eu quand même, c'est autre chose, mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit, parallèlement, pouvoir disposer d'institutions politiques qui nous soient propres, soit à l'échelle du Québec, soit à l'échelle du Canada, avec les Acadiens, dans le sens d'un fédéralisme des peuples à l'intérieur du Québec. Mais moi, je suis en train de me dire que si il y avait un fédéralisme qui était possible, un fédéralisme des peuples, hein, parce que c'est encore là, c'est délicat parce que l'idée fédérale est extrêmement discréditée aussi au Québec, hein. Si tu es fédéraliste, tu n'es pas indépendantiste parce qu'on connaît c'est juste ça, le exact. fédéralisme canadien, tu sais. Ouais. On dit jamais fédéralisme canadien, on dit juste fédéraliste, tu sais. Ben, Mais d'un laissez-moi, autre pays. je veux vous continuer ce propos-là, mais je voulais introduire quelque chose, puis en même temps, je vais l'introduire, puis peut-être que vous pouvez en profiter pour aller un petit peu là-dedans, parce que il y a toute la question historique du Parti québécois, René Lévesque, Daniel Johnson en même temps, à ce niveau-là, qui est super intéressante aussi dans la perception des gens versus le fédéralisme parce que, tu sais, une phrase, je me souviens plus, là, je paraphrase, mais tu sais, c'était Johnson, je pense, qui parlait l'indépendance si nécessaire, mais pas à tout prix, dans le sens qu'il y avait une idée de désir peut-être d'un certain fédéralisme euh, canadien. Et là, je Oui. parle canadien au sens large du territoire, du vrai Canada. Avant, si rien n'était possible, l'idée de devoir peut-être faire l'indépendance du Québec. Donc continuez en fait votre discours, mais peut-être en faisant aussi en même temps, on pourrait parler un peu plus d'histoire avec le Parti québécois, l'évêque Johnson. Je trouve ça fascinant dans tout ça.
En fait, oui, effectivement, parce que Hmm. avant l'évêque, il y avait Daniel Johnson que moi je respecte beaucoup là, parce que ça a été finalement celui qui, si on met de côté 1865, là, 1865 avant la Confédération, c'est l'année où il y a eu en février-mars les débats constitutionnels sur la Confédération. On y reviendra tantôt. Mais pour Daniel Johnson, lui, c'est le 5 février 1968, la première conférence constitutionnelle à Ottawa, où est-ce qu'il a fait un discours remarquable. Puis dans ce discours-là, il dit au Canada à 10, il faut superposer un Canada à 2. OK? Alors donc, autrement dit, c'est un fédéralisme à deux couches. Un Hmm. fédéralisme administratif pour régler les affaires, on va dire, de droit civil, puis des affaires de cette nature-là. Mais pour ce qui est des affaires qui concernent, si tu veux, l'éducation, la culture, tout ce qui a rapport, si tu veux, aux deux peuples du Canada, il y aurait des institutions particulières pour ça, superposées aux 10 provinces du Canada. Alors, on est tout à fait, exactement, on est dans le fédéralisme des nations. Et puis, cette dimension-là de fédéralisme des nations était appropriée, elle est appropriée, tu sais, mais ça a été rejeté par les 9 ou par les 10 là, avec le fédéral. On n'a plus jamais parlé de ça. Daniel Johnson est mort, Jean-Jacques Bertrand, qui l'a remplacé, est allé à une conférence constitutionnelle la suivante à Ottawa en 1969. Bon, je n'irai pas là-dedans, là, mais en tout cas, ça s'est mal passé peut-être à certains égards parce que même il y a des allégations qui auraient été intimidées à huis clos. Mais un journaliste du Devoir a dit ça dans son rapport. Mais Parce que en tout cas, Bertrand, lui, assez détaillé. il voulait ramener, redonner vie aux idées de Johnson Ben, assez tôt. c'était le successeur de Johnson, C'est le ça. chef du même parti. C'était le même parti politique. Alors, c'était un continuateur de Johnson, dans le fond, mais il n'y avait pas la carrure peut-être de Johnson non plus. Et puis, donc, ça s'est éteint dans le fin fond. Mais qu'est-ce qui est comique ici? Ben, en fait, pas comique, mais qu'est-ce qui est plutôt Ouais. un drame national, si tu veux, c'est que ça a pris exactement 7 jours, une semaine plus tard. René Lévesque faisait paraître un communiqué dans les journaux. À ce moment-là, le Parti québécois n'était pas encore formé, c'était le mouvement Souveraineté Association. Ouais. Dans son communiqué, c'était un communiqué uniquement pour des dénonciations puis des paroles négatives à l'endroit de ce que Daniel Johnson avait dit à Ottawa. OK, donc 7 jours plus tard que la conférence, Ouais. le congrès à Ottawa, où est-ce que Johnson avait été faire son idée de superposer une fédération de deux peuples aux Ouais. 10. Et là, Il a après été- ça, une semaine plus tard, René Lévesque a sorti un communiqué avec des propos négatifs par rapport aux propos de Johnson et il a fondé le Parti québécois suite à ça. Le Parti québécois a été fondé pas longtemps après. Des propos virulents, extrêmement durs. Avez-vous envers- quelque chose en tête à paraphraser à quoi ça ressemblait ou c'est sur notre site Internet, OK. c'est facile à trouver. On l'a sorti. C'est moi qui ai trouvé ça dans mes recherches, là, parce qu'il faut chercher pour trouver. Ouais, ouais, Des ouais, fois, ouais, tu ouais, trouves ouais. des affaires, mais ça, c'est un petit peu inespéré parce que je suis allé fouiller pour, après le discours de Johnson, c'était quoi les commentaires puis les réactions qu'il y avait eu. Puis je suis tombé sur le communiqué de René Lévesque. Mais c'est un libéral contre une union nationale, puis tu sais, c'est de la vieille politique, là, de vraiment euh, faire tout pour descendre l'autre, hein, ça ressemble un peu à ça. Alors, malheureusement. Mais disons que c'est un cas, ce cas-là montre quand même que le fédéralisme des peuples au Canada a été envisagé sérieusement à ce moment-là, en 1968, et c'était dans une période qui nous était favorable, dans le sens que les Canadiens français étaient à 30 de la population au Canada. Il y avait parallèlement la commission d'enquête royale sur le bilinguisme et le biculturalisme qui faisait grand bruit, qui était dirigée par André Laurando et
Dunton, j'oublie son prénom, Davidson Dunton, je pense. Alors, ça faisait du bruit. Puis il y avait les États généraux également du Canada français qui se passaient dans cette même période-là, en 1967, novembre 67, et de nouveau en 69. Alors, il y avait une grande effervescence qui marquait les Canadiens français, dans le sens qu'on était dans un air d'aller qui était plutôt positif et plutôt favorable à ce moment-là. Et puis, malheureusement, ça l'a pas évolué dans la manière qu'on aurait pu souhaiter. Et puis, là, il y a eu naturellement l'arrivée de Pierre-Éliott Trudeau au pouvoir, dont le but était de, si tu veux, mettre fin aux Canadiens français. Et puis, au Québec, il y avait aussi René Lévesque qui arrivait dans le portrait, dont le but était de mettre fin aux Canadiens français. Alors, Ben là, c'est ça, là, parce que là, vous avez cette twist-là à l'affaire qui est quand même intéressante et qui est pas, qui est comme un autre niveau de discussion qui fait pas partie non plus des discours là, qu'on entend tant que ça, mais vous faites un lien en fait avec une série que moi j'ai faite dans mon ancien projet que j'ai mis en ligne à l'automne 2024 que j'avais appelé, c'est une série de 11 épisodes, là, c'est une quinzaine d'heures, c'est un gros sujet, mais j'avais appelé ça Le Québec en quarantaine. OK, et c'était basé sur trois invités, dont un que vous connaissez en partie, M. Rénald Rouleau. On avait parlé de cette période-là, mais j'avais aussi Pascal Chevrier et Matthew Herrett, qui sont des gens qui se sont inspirés des travaux de Lyndon LaRouche, qui ont retravaillé puis qui ont ajouté des choses, des couches à ça, si on veut, pour parler de l'importance du Québec et en termes de territoire aussi géographique par rapport à l'aspect de l'Amérique du Nord britannique et le problème que causaient les États-Unis face à l'hégémonie de l'Empire britannique, si on veut, sur le monde occidental. Tu sais. C'est énorme tout ça, mais à l'intérieur de ça, il y a la question du contrôle des populations et du contrôle du territoire du Québec par ce qu'on pourrait appeler des guerres intestines ou des fausses divisions. Et c'est là que la twist qui émanait un peu de cette série-là et que l'idée du mouvement souverainiste au Québec était pas tant en faveur de l'émancipation de son peuple fondateur tant que ça, en fait. Et là, ce que vous dites, j'ai sorti une couple d'extraits justement de votre site web et peut-être même dans le mémoire. Bon, vous dites finalement rien ne sera retenu des propositions de Daniel Johnson. Et vous parlez de la marginalisation. En fait, vous dites les Canadiens français, peuple fondateur du Canada, ont été marginalisés et parfois effacés au profit d'une nouvelle nation québécoise. Et là, vous avez dit, et vous dites ensuite, l'État fédéral et les divers courants souverainistes, d'autre part, se sont objectivement conjugués en force ensemble depuis la fin des années 60 contre les intérêts des Canadiens français, le peuple fondateur du Canada de la Nouvelle-France. Donc, hmm. pouvez-vous prendre une couple de minutes, aller un petit peu plus loin dans cette question-là, qui est assez explosive quand même, de la naissance du Parti québécois et de pourquoi, selon vous, les mouvements souverainistes subséquents agissent contre le peuple fondateur du Canada? Mhm. Bien, dans le fond, c'est les courants mondialistes modernes, hein. En fait, on assiste au même phénomène en Europe, aux États-Unis. C'est la disparition des peuples blancs en termes de pouvoir politique. C'est ça qui est le phénomène qui se produit, dans le sens que l'immigration incontrôlée et toutes ces choses-là, c'est pas des choses qui sont, si tu veux, naturelles. C'est des choses qu'il faut qu'ils soient organisées en quelque part et qui ne correspondent pas aux intérêts des Autochtones, hein. Autochtones étant les gens qui habitent sur place, là, comme nous, on est des Autochtones dans ce contexte-là. Ouais, et même, mini parenthèse, je pourrais même aller plus loin et parler des Premières Nations du Québec. J'ai parlé avec le chef de la nation Kitigan-Zibi il y a à peu près un mois et il me donnait le même son de cloche. Tu sais, il disait même pour nous autres ici, il dit, tu sais, lui, il est dans le coin de Maniwaki, Gatineau, Hull, tout ça. Puis il dit, tu sais, il dit, nous autres, ça va contre nos intérêts, là, de la façon que c'est géré l'immigration présentement. Fait que littéralement, les peuples autochtones du Québec, du Canada aussi, Ouais. sont pas vraiment. Là, c'est sûr que lui, il parle pas pour toutes les nations, là, mais. Ouais. Dans mes démarches personnelles, je sens que c'est partagé au sein des peuples autochtones, là, Mhm. cette critique-là aussi. Là.
Alors, oui, ben, si on va comme à un certain moment donné dans un texte, j'appelle ça la synergie entre Trudeau et Lévesque. La synergie dans le sens au niveau du démembrement d'un peuple. Alors, c'est le démembrement du peuple canadien-français en province. Trudeau, avec la loi sur les langues officielles, il crée les Franco-Ontarois, il leur donne une identité provinciale de francophones provinciaux, les Fransaskois, les Franco-Ténois, les Franco-Ontariens, bon, etc. Alors donc, on voit là que c'est un démembrement, c'est le démembrement d'un peuple, dans le sens qu'il y avait une unité, on va dire le mot ethnique, là, il y avait une unité ethnique, si tu veux, parce que les Canadiens français de l'extérieur du Québec, ça fait partie de notre diaspora. Même l'Ontario, ce n'est pas de la diaspora parce que quand la Province of Quebec a été fondée, formée avec le traité de Paris, oui, en 1763, l'Est de l'Ontario, ça faisait partie de la Province of Quebec. Là, tu sais. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. c'est pas vraiment de la diaspora, mais quand on parle de Manitoba ou on parle de enfin, alors ça vient de la même source, hein, ça vient de la même souche. Ça vient c'est des gens qui viennent des rives du Saint-Laurent, comme les millions de Franco-Américains, dont la plupart sont assimilés aux États-Unis. Surtout au nord-est, là. Ça Ouais. vient au nord-est des États-Unis en particulier. Mais je veux dire, c'est des frères Ouimet, les premières églises, les premières paroisses en Oregon. J'ai un livre ici, là, les débuts des paroisses à Walla Walla ou dans certaines places de l'Oregon, c'est des gens qui venaient de Québec, là, tu sais. Ouais, ouais. Il y a plusieurs places aux États-Unis, il y a plusieurs endroits aux États-Unis. Il y a longtemps, dans le nord, dans l'ouest des États-Unis, il y avait du français, on parlait français, Louis Riel, etc. Donc, c'était pas. Donc, on est un peu. Mais ça venait d'ici, tu sais, dans le sens, c'est ça. Ouais, C'est vrai, puis c'est un point, moi, ça m'a pris des mois avant d'intégrer ça dans ma tête, tu sais, parce que ouais. on n'apprend jamais ça à l'école, on est détaché de l'histoire, puis on n'a pas de contact non plus. Fait que, tu sais, tout ça, c'est venu d'ici et on est le même peuple. Donc, quand vous parlez de diaspora et de séparation provinciale, c'est tout nous, finalement, qui a été coupé entre nous. En fait, c'est très important. Puis, je suis Ouais, tout à fait sur cette ligne-là. Au fond, qu'est-ce qu'on nous a fait perdre? C'est le sentiment ou le sens de la continentalité de notre identité. exact, exact. Parce qu'on est un peuple qui a été présent à l'échelle du continent. Mais ça, c'est complètement occulté. Je veux dire, c'est quand même Pierre Lemoyne d'Iberville qui a découvert les bouches du Mississippi. C'est Cavelier de la Salle qui l'a exploré. Avant lui, je crois que c'était le père Marquette et Louis Joliette. Tu sais, je veux dire, on a Ah, exploré puis même, énormément. même si on retourne à Champlain, je veux dire, les Grands Lacs, Champlain, il a été là, il a été se battre avec des premières, avec des Wendat, puis des, Oui, tu sais, effectivement. contre des Mohawks, puis tout ça là-bas, là. Alors, si tu veux, si ça s'est arrivé à des populations non blanches, là, ça serait un crime contre l'humanité. Parce qu'en réalité, on a été victime d'un démembrement ethnique. On a été provincialisé. Les élites de chaque province ont été un petit peu achetées, en quelque part. Tu sais, je veux dire, dans le sens qu'il y a eu des fonds fédéraux pour former des communautés francophones avec des organisations francophones. Encore aujourd'hui, c'est financé par le gouvernement fédéral en partie. Oui, c'est ça, exact. Ben là, justement, ça fait un lien avec même toute la question du financement fédéral de la culture québécoise des deux, Ouais. trois derniers jours avec Et, PSPP, là, tu sais, c'est directement la même gamique, là, si on veut. mais si ces gens-là, ou un chef, ou certaines parties de ces gens-là se mettaient à s'appeler Canadiens-Français, ils perdraient leur financement. C'est dans le sous-texte, hein? Tu n'as pas le droit de t'appeler Canadien-Français. C'est-tu écrit noir sur Il blanc, tu faut que penses? tu perdes ton identité, il faut que tu renies ton identité. C'est ça, c'est ça. Comme les Indiens qu'on disait, tu n'es plus un Mohawk, t'habites Shawinigan ou tu habites Valleyfield, tu es un gars de Valleyfield, un Valençois. Fait que c'est ça, Alors, là, exactement. Fait que c'est le le, fédéral, ils ont sorti l'Indien de l'Indien, comme ils disaient, mais ils ont ouais, sorti le Canadien français du Canadien, tu sais. oui. Et puis, donc, on a le démembrement ethnique et la réassignation identitaire. La réassignation identitaire, c'est d'avoir donné
à chaque province du Canada une identité provinciale aux anciens Canadiens français. Comme je le mentionnais tout à l'heure, les Ontariois, les Fransaskois, etc. Quand ils se rencontrent aujourd'hui, c'est des communautés francophones du Canada. Ouais. Il n'y a plus d'unité nationale, il n'y a plus de peuple, il y a des francophones segmentés par province. Pendant ce temps-là, parallèlement, un phénomène assez semblable se produisait au Québec Hmm. avec l'identité québécoise, qui était, si tu veux, séparatiste par rapport aux Canadiens français et aux Acadiens, séparatiste entre guillemets, là, mais je veux dire par la force des choses, si Québec a un destin propre qui n'a plus rien à voir avec les autres, on se sépare nous aussi, dans le sens que au Québec, c'est plutôt un auto-isolement ou un auto-démembrement, si tu veux. Hmm. C'est nous autres, c'est l'évêque, c'est le Parti québécois, c'est l'idée au Québec, c'est la québécitude. Alors, la québécitude a réalisé au Québec, dans une dynamique québécoise, bien que le fédéral intervenait aussi, là, mais différemment, se produit la même chose, si tu veux, en parallèle de ce qui se produit ailleurs au Canada avec les populations canadiennes françaises. Alors, normalement, un peuple qui est en difficulté, le peuple fondateur et tout ça, puis qui a besoin de ressources, normalement, si l'autorité centrale, l'autorité politique centrale a la moindre bienveillance envers ce peuple-là, c'est d'essayer de l'aider à conserver son unité, à conserver sa langue, à conserver sa culture, puis à lui permettre de s'émanciper puis de progresser le mieux possible. Tu sais. Comme dans le cas, par exemple, des Amérindiens, où est-ce que le financement public est parti de 11 millions, je crois, 11 milliards. Je ne me souviens plus de l'année, si c'est 1980 ou quoi, mais en tout cas, c'est passé assez rapidement de 11 milliards à 31 milliards. Alors, il y a énormément de fonds publics que nous payons pour aider ces populations-là. Ça doit être des Euh, fonds fédéraux principalement, j'imagine. des fonds fédéraux, oui. C'est ça, parce que On parle du budget ce que vous fédéral. disiez tantôt, tu sais, vous avez parlé des dirigeants de provinces, de territoires qui se sont un peu laissés acheter dans ce processus-là. Il se Oui, passe la même chose au sein des Premières Nations aussi, dans le sens que oui. les clans, les conseils de bande, etc., c'est très divisé entre eux et entre d'autres factions des Premières Nations qui, eux, sentent qu'ils les ont trahis en Mhm. acceptant justement cet argent-là pour accéder à ce système en Mhm. place de gestion des Premières Nations. Fait il y a comme une fractale, même à l'intérieur des Premières Nations, de la même chose que vous avez dit au niveau provincial, qui est assez fantastique. Puis là, tu regardes ça, puis tu te dis, waouh, mais quel casse-tête! Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Tu sais? Alors, c'est sûr on est sous un régime anglo-saxon qui est quand même qui maîtrise bien l'art de diviser pour régner. C'est, c'est- alors, c'est comme ça que le colonialisme britannique a bien joué ses cartes, assez Pendant que souvent. nous, on se fait accuser d'être les colons, ici, justement, et qu'il faut décoloniser le Québec des Blancs, tu sais. Ouais. Alors, oui, c'est ça. Donc, c'est très intéressant cette chose-là. Puis c'est très important à comprendre parce que c'est effectivement le démembrement d'un peuple et sa réassignation identitaire. Ouais. Là, Et laissez-moi puis, vous poser. Ah, excusez-moi, je pensais que vous avez fini, allez-y. bien oui, non, vas-y. OK. J'ai envie de vous poser une autre petite question suivante par rapport à cette période-là de transition Daniel Johnson, René Lévesque, en lien avec ce que les gens connaissent. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde connaît toute la question de l'avenue du Général de Gaulle, du chemin du roi et du discours, tu sais, à Montréal. Vive le Québec libre, tu sais. Mais ça, c'est une des choses que même moi, tu sais, il a fallu que je catch puis que je remette dans ma tête quand j'ai fait ma série que je parlais tantôt, Le Québec en quarantaine, c'est que c'était pas du tout sous Lévesque, ça, là. C'était sous Daniel Johnson. C'était quand De Gaulle était là, et Vive le Québec libre, c'était en lien avec l'énergie de Daniel Johnson et non pas l'énergie de René Lévesque. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, vous, dans ça ça vous inspire-tu d'autres détails, en fait, par rapport à ça? Parce que, En fait, dans le sens que
comment dire, la question que je trouve difficile à poser, c'est l'intention, tu sais. Allez-vous jusqu'à dire, selon vous, que c'est, tu sais, est-ce qu'on a des documents, tu sais, si j'essaie de rester objectif le plus possible, y avait-tu une intention par rapport à la fondation du Parti québécois et sa direction de faire la conséquence que ça l'a eu, ou si, selon vous, c'était pavé de bonnes intentions, Oui, tu sais, si c'était délibéré ou si c'était accidentel. d'une certaine façon, tu sais, dans le Ouais. sens qu'on voulait vraiment émanciper les gens sur place et tout ça, mais que la conséquence fut que ça l'a donné du gaz à ce que le fédéral faisait de l'autre bord avec Trudeau, tu sais. Ouais. C'est assez difficile de faire des. Moi, je fais pas de collusion, par exemple, entre Trudeau et l'évêque. Je fais OK. pas de collusion. Je pense que la collusion est un petit peu idéologique. C'est des gens de la même génération, de Ouais, puis tu sais, cité vous savez libre, des aussi, tu sais, leur, leur- libéraux. leur jeunesse, tu sais, ils ont grandi, c'était du C'est monde ça. très proche, tu sais, ils étaient très proches, là, tu sais. Les deux, c'est de l'après-guerre, puis le rejet du nationalisme. Le nationalisme, c'est dangereux, etc. Alors, ils ont une connivence, si tu veux, qui est accidentelle parce qu'ils sont de la même époque, puis ils sont de la même formation, on va dire, académique, libérale de l'après-guerre, et puis ils défendent des valeurs, si tu veux, qui se rapprochent. Mais je ne suis pas prêt à dire qu'il y a de la collusion entre eux, même si le résultat de leur action, si tu veux, les renforce l'un et l'autre, tu sais. Renforce l'un et l'autre au Ouais. détriment du peuple canadien-français, tu sais. Et puis, je pense que c'est pas nécessaire non plus qu'on prouve que c'était délibéré ou pas, même si, tu sais, c'est pas nécessaire, dans le sens que moi, je suis objectif là-dedans, je veux pas, j'essaie de voir les faits, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que ça a donné, puis là, je me suis aperçu, mon Dieu, il y a comme une synergie entre les deux, ou il y a comme un parallèle entre les deux, puis c'est assez évident quand on le regarde de ce point de vue-là. Ouais, ouais. Puis, donc, on peut fouiller ça, puis c'est intéressant parce que c'est une lecture de l'histoire de cette période-là qui a échappé à nos historiens. Parce que naturellement, tu vois, avec la question de la québécitude, la québécitude arrive, hein, le passage de Canadiens français à Québécois, ça se produit en 2 ans et demi. Dans le sens que on en parle avant, puis on continue. Ça commençait à se faire avant, puis ça continue à se faire après. Mais je veux dire, là où la masse critique devient suffisante, et puis qu'il y a un point de bascule, où est-ce que la majorité de la population, si tu veux, commence à se dire vraiment québécois, on est québécois, puis t'es-tu québécois? Moi, je suis québécois. Tu sais, ça commence à se dire là, vraiment là, que ça devient un phénomène massif. Et à un moment donné, ça devient un phénomène massif. Ouais. Cette transition-là se fait en l'espace de moins de 3 ans, 2 ans et demi à peu près, chez Je tous dis les points. 72 à 75 ou c'est plus tard que ça? Non, je sais pas. Non, non, c'est pas de 72 à quand. J'ai juste lancé ça de même. C'est pas sur cette feuille-là. Non, c'est fini. En fait, moi, c'est ma lecture de la chose, là. C'est ma division des termes, là. D'abord, je vais revenir sur le général de Gaulle, parce que Ouais. ça, c'est une mise en contexte. Puis il y a deux mises en contexte qui sont à faire. Premièrement, l'effondrement de la pratique religieuse, qui est un gros changement, avec Vatican II, qui est la libéralisation de l'Église, si tu veux, qui participe au mouvement de libéralisme. Euh, et puis, ça, c'est important. En 1964, la pratique religieuse tombe de 50 au Québec. Dans le sens, l'assistance à la messe dominicale Ouais. tombe de 50. Après ça, le général de Gaulle, dans son discours, euh, Et je me permets une petite parenthèse sur le point religieux avec l'Église en même temps, juste pour un fait ajouté historique. Pour les gens qui ne savent pas, en 1774, il y avait aussi l'acte de Québec qui était là et qui était une combinaison, en fait, pour euh, donner l'autonomie au Canada français à ce moment-là sur son territoire. Sur place, mais qui avait aussi une portion religieuse là-dedans, dans le sens que l'Église disait que si les Québécois, donc excusez-moi, les Canadiens français à l'époque, les Français, s'associaient avec la Révolution américaine contre l'Empire britannique, ils allaient être excommuniés de l'Église. Donc, tu sais, et c'est dans le sens qu'il y a souvent eu des mélanges entre l'Empire britannique ou le fédéral et l'Église pour
gérer, si on veut, le territoire du Québec et son peuple dans l'histoire. Donc, juste un Mhm. fait que je trouve intéressant à voir votre continuité dans cette histoire-là. Fait que je vous laisse continuer. Oui. OK. Mais il ne faut pas faire d'anachronisme là-dessus, dans le sens que je pense qu'il faut voir ça dans l'esprit du temps, tu sais. Oui. L'Église est l'institution, si tu veux, qui structure la société canadienne de l'époque, d'après la conquête. Et puis, s'il n'y avait pas eu l'Église, on n'existerait probablement pas, même sûrement pas. Dans le sens que c'est la seule Ah oui, oui, institution oui. 100%. civile, et, parce qu'elle remplit les fonctions civiles. Ouais. L'Église, c'est l'éducation, c'est l'hôpital, c'est ça, là, tu sais, c'est tout ça. Ouais, moi, Alors, je suis pas du tout ici dans le religion bashing à 100% et tout ça non, du tout, mais c'est important de le mentionner. Même au contraire, moi, je trouve que les gens n'ont pas parlé assez du bien, ou en tout cas, on a effacé beaucoup le bien et l'importance de la structure, justement, de l'Église, même au niveau spirituel aussi. Tu sais, moi, j'ai toute une dimension spirituelle à mes projets que j'aime apporter, et je crois que c'est un problème, là, tu sais, que la spiritualité a été effacée beaucoup en même temps que l'emprise de l'Église socialement. Mais de l'autre Mhm, côté non plus, je pense qu'il ne faut pas non plus rembellir trop l'institution de l'Église. Et je pense qu'il y a des problèmes, tu sais, qui sont venus avec ça à différents niveaux, que ce soit dans la gestion, mettons, du corps de la femme à un certain niveau, c'est vrai, mais aussi au niveau organisationnel et de pouvoir sur les croyances des gens et la peur de l'enfer et etc., qui ont contrôlé, veut pas, notre population et qui l'ont façonné historiquement, tu sais, pour le mhm, meilleur ou pour le pire. mhm. D'accord. Je reviens à De Gaulle, le discours de Charles de Gaulle. Ouais. On se souvient et on se rappelle qu'il a dit Vive le Québec libre. Mais qu'est-ce qu'il a suivi après Vive le Québec libre? Ouais, bonne Personne ne question. s'en souvient. Ouais. Personne n'a noté. Il a dit Vive le Québec libre, vive le Canada français, vive la France. C'est comme ça que ça s'est terminé. Alors, Charles de Gaulle a dit Vive le Québec libre et vive le Canada français. Il a dit les deux. Est-ce que, on ne sait pas qu'est-ce qu'il pensait, mais il a lié les deux dans son discours, tu sais. Alors qu'on a retenu juste Vive le Québec libre. Ouais, ouais. C'est quelque chose que moi, je commence à souligner parce que je trouve que c'est important. Et puis, peut-être en même temps, c'était prémonitoire un peu, dans le sens que c'est en juillet 67. Et puis, on est justement à la veille de la séparation, si tu veux, entre le Canada français et le Québec qui croit avoir un destin séparé bien à lui, tu sais. Alors, donc, il y a ça. Ben, ça, je le mets, si tu veux, parce que c'est exactement le contexte, si tu veux, du changement d'identité d'un peuple, là, tu sais. Parce qu'il y a 2 ans et demi où est-ce que ça bascule, il y a un peuple qui change d'identité. Avant, c'était des Canadiens français. 2 ans après, c'est des Québécois. Alors, ça, c'est le contexte. L'effondrement de la foi religieuse dans le sens ou de la pratique religieuse principalement à ce moment-là. Et puis, c'est assez important parce que c'est un symptomatique, si tu veux, de la progression du libéralisme, du chacun pour soi, puis de l'abandon un peu. D'ailleurs, il y a un autre phénomène aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que la jeunesse est extrêmement nombreuse, est très nombreuse. Tu sais, on est dans le baby boom là, de À côté. l'après-guerre. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est un phénomène sociologique où est-ce que la jeunesse, quand tu as plein de jeunes dans les rues, puis qu'il y en a partout, là, tu es obligé d'agrandir, tu rajoutes des chaises dans les salles de classe, etc., parce qu'il n'y a pas de place, là, il y a des... Alors, ça aussi, ça crée une dynamique particulière par rapport à une société comme celle d'aujourd'hui, où la population, on va dire, une grande partie de la population qui est vieillissante, là. Et puis, on ne fait plus d'enfants. Alors, ça, c'est des facteurs, si tu veux, qui sont assez, qu'il faut qu'on retienne, si tu veux, dans tout projet politique. S'il n'y a personne pour porter la cause, il n'y aura pas de cause. C'est clair, c'est clair. J'ai envie de Alors, vous lancer en même temps. Pensez-vous que l'aspect de la révolution sexuelle et le mouvement Woodstock 69, etc., contribuent à ça aussi en même temps avec toute cette jeunesse-là et la contraception féminine et le libéralisme un petit peu, là, tu sais, même parce que en délaissant la religion de un, mais en plus avec toute la révolution culturelle américaine qui dépeignait ici et qu'on avait nos artistes qui participaient à ça aussi, j'ai l'impression que ça a mis du feu à tout ça, là, tu sais.
Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, la jeunesse est importante partout. Le baby boom, il se passe un petit peu partout aussi, aux États-Unis, en France. Il y a mai 68, il y a Woodstock, il y a tous ces phénomènes-là qui font qu'il y a une grande effervescence à ce niveau-là. Puis, on peut quasiment parler d'une révolution culturelle, tu sais. Dans le sens que les valeurs anciennes, on les rejette et puis on se tourne vers des valeurs nouvelles. Et puis le phénomène de la contraception qui devient disponible facilement de plus en plus, tout ça, ça joue beaucoup. C'est beaucoup de changements sociaux qui interviennent dans une société qui était jusque-là quand même assez stable puis assez conservatrice et qui avait des perspectives d'avenir qui sont meilleures que celles que nous avons aujourd'hui, notamment avec Daniel Johnson, là, les États généraux, Daniel Johnson, la Commission sur le bilinguisme, le biculturalisme, ces choses-là, il y avait un rapprochement des Canadiens français, on voulait faire de quoi, puis on avait le pouvoir, tu sais, il y avait un pouvoir, il y avait beaucoup plus de possibilités sur le plan de la capacité de réaliser des choses que nous en avons aujourd'hui, tu sais, euh, à ce niveau-là. Alors, la chronologie, c'est que ça commence avec, moi je l'ai fait commencer avec les États généraux du Canada français quand François Albert Anger, euh, maladroitement encore, pour employer un euphémisme, et il met sur la table une proposition pour, devant l'ensemble du Canada, des Canadiens français et du Canada, pour les faire voter sur le droit du Québec à l'autodétermination. Ça fait que c'est un petit peu déconnecté, dans le sens que si tu veux faire rendre nerveux tes invités, parce que ça se passe à Montréal, il y a des délégations qui viennent de Colombie-Britannique, ça vient de partout au Canada. Puis tu veux tes invites ici, puis tu veux leur faire voter sur le droit de l'autodétermination du Québec. Si le Québec a le droit de l'autodétermination, ce n'est pas aux Acadiens ou aux Franco-Canadiens de l'Ouest de se prononcer là-dessus, tu sais. Alors, ça crée tout de suite un froid. Et puis, ça commence. C'est là que ça commence. Et puis, ça se poursuit. Puis, il y a trois, quatre autres étapes, là. La réplique de l'évêque à Johnson, dont on a parlé tout à l'heure, qui se passe. C'est une période là, où il se passe énormément de choses, hein. C'est très, très, très. C'est vraiment une cascade d'événements qui se Ouais, ouais. passent. Et puis, moi, je la fais se terminer avec les élections de 1970, avril 70, où le Parti québécois présente pour la première fois des candidats aux élections provinciales. Et puis, c'est à ce moment-là que le PQ remporte seulement 7 sièges, mais il dépasse par plus de 100 000 voix les votes de l'Union nationale qui réélut 70. C'est Bertrand, Jean-Jacques Bertrand, si je ne me trompe pas. Alors, donc, moi, je fais la bascule, si tu veux, je la fais arriver là à partir des États généraux du Canada français jusqu'aux élections de 1970. D'autres pourraient faire un exercice qui leur ferait différer un petit peu de moi, mais je pense que je suis pas mal dedans, là. Mais je veux dire, je suis ouvert aux critiques, mais je pense que c'est important de comprendre ce phénomène-là parce que je n'ai jamais vu nulle part qu'on essaye de circonscrire dans le temps à quel moment que ça a basculé, qu'on était des Canadiens français puis qu'on est venu des Québécois, parce que si on veut comprendre pourquoi ça s'est produit, il faut comprendre quand ça s'est produit aussi, tu sais. Ça va ensemble. Alors, de le circonscrire, je pense que ce n'est pas un exercice sans valeur, là. Euh, Certainement pas. Sur la question si je peux revenir en arrière un petit peu, j'aimerais revenir avec le cas de la défense, si tu veux, ou le lancement ou la volonté de Daniel Johnson, si tu veux, d'implanter des idées favorables à un fédéralisme des peuples au Canada. Ouais. Ce n'est pas la première fois que ça arrivait. Donc, on a ça dans notre histoire. La première fois où ça s'est produit, puis ça s'est produit encore d'une manière très forte, même plus forte qu'en 68 là, avec Daniel Johnson,
parce que malheureusement, ça, tu sais, ça a comme planté après, malheureusement. Mais si on remonte à, j'en ai parlé tout à l'heure brièvement, en 1865, il est question de confédération. On est encore à l'époque de l'Union, 1840, et qui va se terminer en 1867 avec l'acte de l'Amérique du Nord britannique. En 1865, se tiennent des conférences constitutionnelles, vous savez, ça s'appelle les débats parlementaires sur la Confédération, qui se tiennent en février-mars 1865. Et puis, à cette occasion-là, il y a beaucoup de Canadiens français qui prennent la parole et puis leur poids dans l'Union est quand même conséquent. Là, tu sais, je veux dire, jusqu'en 1840, jusqu'en 1850, les Canadiens français sont toujours majoritaires au Canada. Wow. C'est après que ça commence à baisser. Donc, ils ont un poids conséquent. Tu sais. Ouais. Et puis, donc, la Confédération, ouais, il y a beaucoup de sceptiques là, chez les Canadiens français, puis ils veulent avoir des assurances. C'est normal, hein? Ils veulent qu'on les rassure parce que surtout que là, ils veulent dire que oui, mais ça pourrait aussi inclure la Nouvelle-Écosse, ça pourrait inclure le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard. OK, mais nous autres là-dedans, on est où? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans, etc. Mais là, dans les débats parlementaires, il y a beaucoup de, d'assurances qui sont données, notamment par George Brown, là, qui emmène large à ce moment-là. Et puis d'autres parlementaires anglo-saxons, canadiens, qui donnent des garanties. Il y a des textes de ça dans le sens des débats parlementaires, on peut les trouver, là, c'est facile de trouver sur Internet, là, malgré que c'est peut-être autour de 1000 pages, là, mais Maître Christian Néron a fait des très bons articles là-dessus qui sont sur le site vigile.net, où est-ce qu'il cite, par exemple, George Brown, puis qui parle dans quelques articles, deux ou trois articles, certainement, même peut-être un petit peu plus, il parle des débats sur la Confédération de 1865. C'est une date qui est importante à retenir à cause des témoignages qu'on a de part et d'autre, dans le sens que les Canadiens français réclament des droits, des assurances et d'être considérés comme peuple à l'intérieur de la Confédération, puis que les dirigeants qui mènent le bal du côté des anglophones, ils les donnent. Et puis, c'est une entente, si tu veux, qui est assez claire. Sauf que après ça, tu as la conférence de Québec qui se fait à huis clos en partie, puis qu'il n'y a pas vraiment de procès verbal. Et puis après ça, ça s'en va à Londres. Et puis là, c'est signé à Londres. Puis là, il y a des changements qui sont faits. Ça s'est perdu en cours de route. Qu'est-ce qui avait été dit aux Canadiens français? Huh. Ça s'est perdu en cours de route. Ça, je pense que Alors, c'est quelque chose que j'avais. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'avais pas ou je me souviens pas peut-être. Là, tu sais, je suis pas non plus quelqu'un qui a passé des centaines et des centaines d'heures sur ce dossier-là particulier. Donc, il y avait vraiment eu une entente comme verbale, si on veut, ici au Canada. oui, Comme de quoi que les Canadiens français allaient être reconnus. Puis là, on parle oui. pas juste sur le territoire du Québec, on parle dans la Confédération. Ben, il faut, soyons honnêtes, à cette époque-là, ça concerne vraiment le Québec et le Haut-Canada. C'est ça. Ça concerne le Bas-Canada et le Haut-Canada. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas un endroit où est-ce qu'il est question du mot acadien. OK, OK. Il y Puis avait à pas les Acadiens. l'Ouest, il n'y a pas grand-chose encore à l'heure actuelle. C'est ça. Louis Riel, c'est pas arrivé, ça arrive en 1880. C'est sûr, je veux dire, avant 1850, à l'Ouest, il n'y Il avait n'y a pas pas grand-chose. grand-chose Les dans gens aujourd'hui ne l'Ouest. se souviennent pas de ça. Tu sais. On a l'impression que le Canada est tout le temps été là, à l'Ouest, puis tout. Ouais, Mais non, non, mais ça c'était nous n'existait autres, pas. là, c'était ici, là, tu sais, le Ouais. gros de l'affaire. Tu sais. Non, Fait que là, ceux qui il y a étaient. eu cette entente-là, mais entre ce moment-là et la signature à Londres, on ne sait pas ce qui s'est passé. Puis, ou dans les documents finaux, puis c'était parti. Oui, c'était parti. C'est pas aussi direct que ça, dans le sens qu'il y a Oh, des, oui, une couple d'années qui se passent, puis, mais le bilan des courses, c'est qu'à un moment donné, c'est plus là. Tu sais. Il n'y a plus rien de ça. Puis il y hmm. a le livre, c'est ça, j'essaie de le trouver, c'est le livre du père Arès, là, La Confédération Pacte ou loi, dans le sens que ça a donné lieu à un malentendu. Parce que les Canadiens français étaient sous l'impression, étaient convaincus, ils avaient fini par vendre à la population l'idée de la Confédération.
dans leur circonscription, les députés, puis tout ça. Alors là, ils se retrouvent à livrer une marchandise finalement qui n'est Conforme à ce qu'ils ont vendu. pas conforme, mais par contre, il n'y a pas de garantie, tu sais, Ouais. et avec. Alors, donc, il y a un débat, mais ça se continue parce qu'il y a des ambiguïtés. Puis les Canadiens français essayent de prendre parti des ambiguïtés, puis tout ça. Puis ça dure quasiment 100 ans, même plus que 100 ans. Ça s'est réglé en réalité en 1982 avec la loi constitutionnelle de 1982. Mais on est dans des ambiguïtés parce qu'il y a des formulations qui sont Ah, ça s'est ambiguës. réglé, mais ça s'est pas réglé à notre avantage, là, c'est ça? Oui, il a notre avantage, mais il y a des choses, il y a des choses qui sont ambiguës, comme par exemple sur la formation d'une Cour suprême. C'est ambigu ce qui est dit dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique, puis l'interprétation qui est faite après, c'est par le Conseil privé de Londres. Et puis, donc, il y a beaucoup d'ambiguïtés dans la Confédération, mais ces ambiguïtés-là demeurent, si tu veux, même si l'essentiel ou les aspects les plus forts, si tu veux, des protections qui avaient été promises sont plus là. Il reste quand même des ambiguïtés parce qu'on est quand même dans une confédération où c'est assez délicat. Il y a une population francophone qui occupe une place importante. Et puis, on ne veut pas l'avoir, la guerre, on veut l'avoir sur notre côté. On veut que ça marche, tu sais, quand même. Il y a une volonté que ça marche. Alors, on leur fait miroiter des choses pour les convaincre et pour qu'ils baissent la garde. Mais en réalité, quand vient le temps de livrer la marchandise, ben, on est dans des ambiguïtés constitutionnelles qui vont faire en sorte que chez les Canadiens français, jusqu'en 1967-1982, on est convaincu que les textes veulent dire ça, puis que les intentions voulaient dire ça, mais que chez les Anglais, c'est de plus en plus rigide et de plus en plus un Canada unitaire, un fédéralisme administratif, strictement administratif, Ouais, où ouais. la dimension des peuples est complètement évacuée, tu sais, graduellement, avec le 1982, dans le fond. Alors, c'est un recul perpétuel qu'on a subi, tu sais. Et puis, quand on regarde les choses à partir d'aujourd'hui, en 2025, on regarde un petit peu qu'est-ce que la québécitude nous a apporté. Chose certaine, elle a contribué à la division entre les francophones du Canada ou les Canadiens français acadiens. Chose certaine, on ne se retrouve pas avec, bon, René Lévesque a défendu en 1981 des choses. On n'aurait pas dû être à ce niveau-là de compréhension des enjeux pour défendre, mais là, c'était juste de défendre les intérêts du Québec. Donc, on était dans la québécitude parce que Déjà. c'était de défendre les intérêts du Québec, tu sais, des trois peuples du Québec. Ce que j'appelle la québécitude, la définition que je donne, c'est la, c'est la dimension, c'est le Québec avec un destin séparé, entièrement séparé du reste des Canadiens français et des Acadiens. Autrement dit, il y a une transaction, là. Il y a une transaction dans les populations qui est faite. La transaction, c'est des échanges de peuples. C'est qu'avec la québécitude, les Canadiens français du Québec prennent sous leur aile et vont protéger les Anglais, puis en retour, on va former un peuple. Les Canadiens français, on les laisse à Ottawa. Eux autres, ils vont s'en occuper, puis ils vont gérer ça. Alors, tu as un échange de peuples. On était des Canadiens français de partout au Canada avec les Acadiens. Les Canadiens français disparaissent complètement. Le Québec a son destin à lui tout seul. Puis les Canadiens français des autres provinces sont segmentés dans des identités provinciales, francophones. Ouais. Quel portrait, Monsieur Verrier. Je trouve ça fascinant. Pour moi, c'est un échange important parce que même si c'est un constat quand même terne d'une certaine façon, c'est un constat qui est franc, c'est un constat qui est honnête. Puis, si n'importe quelle situation veut être réglée ou à tout le moins améliorée dans le futur, il faut commencer par nommer les choses comme elles le sont. Puis, il y a beaucoup de choses qu'on a dit aujourd'hui qui sont pas vraiment dans les discours ambiants, en tout cas de ce que moi je vois. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de venir parler puis de faire ce portrait honnête-là quand même de la situation.
Qu'est-ce que ça va être dans le futur? Ben là, ça, c'est l'autre grosse question, bien sûr. On n'aura pas le temps parce qu'il faudrait qu'on jase pendant plusieurs heures pour ça aujourd'hui encore. Mais rapidement, Monsieur Varier, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de votre présence, tu sais, juste en une couple de minutes rapidement à l'Assemblée nationale en 2026? Puis avez-vous soit un plan d'action pour la suite ou votre mission, c'est d'informer et advienne que pourra qui prendra le flambeau pour le combat futur des Canadiens français? Ben moi, je me dévoue pour... d'abord, j'aime ça, je dois dire que j'aime ça. J'adore faire de la recherche, puis j'adore comprendre la situation de mon peuple. C'est probablement un sentiment patriotique en quelque part. Je veux le bien de mon peuple, et puis je suis attaché à mon peuple. Alors, je veux son bien, puis je travaille pour. Donc, participer à des émissions comme celle-ci, c'est très encourageant pour moi parce que ça donne de la visibilité au message que je veux porter. Et puis, depuis quelques années qu'on existe, la Fédération des Canadiens français, il y a quand même eu un progrès parce qu'au début, ça sursautait là, quand on mentionnait le mot Canadien français, mais là, commence à avoir plus de tolérance, si je peux dire, ou d'ouverture. Et puis, je pense que avec mes camarades de la Fédération des Canadiens français, on a mis au point un certain nombre d'idées puis un certain nombre d'analyses par rapport à la situation, euh, dans- autant dans la profondeur historique que dans l'actualité de maintenant. Et puis, on essaye de partager ça. Alors donc, merci beaucoup de m'avoir permis de défendre mes idées, mon point de vue. Et puis, il n'y a pas de hargne envers personne, dans le sens que c'est pas que j'ai les envier, c'est pas que j'ai pas personne là, comme tel. Mais l'idée, c'est d'essayer d'avoir une organisation politique qui corresponde aux réalités humaines. Ouais, voilà. Alors, c'est ça la politique, c'est d'organiser les populations avec des représentations, avec des structures, etc. Mais il faut que ça reflète en quelque part les réalités humaines. Donc, je ne suis pas dogmatique, puis je ne pars pas à partir d'une idéologie, mais je pars à partir des réalités humaines et de voir quelles sont les formules qui pourraient être les plus appropriées compte tenu de la réalité. Et puis, ce qui me semble approprié, c'est ça que j'explore présentement, puis c'est ça que je veux défendre à l'Assemblée nationale. Le point que je vais essayer de mettre de l'avant, c'est plutôt la question de, eux, ils parlent de, donc, dans notre mémoire, on parle d'avoir un statut qui soit, si tu veux, parallèle à celui des Premières Nations. Mais je parle aussi il y a question aussi dans le mémoire d'un fédéralisme des peuples. Et puis, je vais essayer un peu de mettre de l'avant dans le sens d'une période de questions qui va suivre la présentation. Alors, j'aimerais bien à ce moment-là pouvoir avoir l'occasion de pouvoir présenter ou parler un petit peu de ça, le fédéralisme des peuples. Moi, je dirais que si le Québec pouvait s'en aller là, il pourrait y avoir une constitution qui adoptée avec un fédéralisme des peuples. On a du chemin à faire, là, mais on regarde ça. Il pourrait y avoir une Faut rêver, c'est ça qui nous amène vers le futur. Fait que, On va terminer après. Euh, une constitution au Québec qui serait adoptée au Québec, mais qui serait suspendue jusqu'à ce qu'Ottawa s'ouvre à l'idée de faire une constitution parallèle pour le Canada. hmm, intéressant. Tu vois? Alors ça serait la manière de mettre de la pression. OK, intéressant. Dans le Wow. sens, il ne faut pas oublier nos frères canadiens français, il ne faut pas Ouais, oublier nos frères acadiens. Tu sais. Je dis acadiens, canadiens français parce que je me suis fait dire une fois ou deux là, par rapport à ceux qui représentent les Acadiens ouais. qu'ils aiment mieux se faire appeler Acadiens parce qu'ils disent que Champlain a fondé Québec en 1608, mais l'Acadie, c'est 1602. Ouais, ben Puis- avec Razilly là-bas, c'était différent. Tu sais, ils ont vraiment ouais, développé ouais. une ethnie Ouais, différente. C'est plate à dire, ouais, mais c'est ça. ouais, c'est une colonie différente, dans le sens que la Nouvelle-France, finalement, comprenait l'Acadie, le Canada et la Louisiane. Ouais, ouais. Alors, Wow. J'adore ça. Et si jamais en politique fiction, Monsieur Verrier, en terminant rapidement, ma petite question toc au carré, qui est beaucoup trop longue, mais si je vous la demande de la résumer en 30 secondes,
si le PQ se fait élire avec une majorité et puis qui s'en va vers la voie des référendistes, qui a un référendum, c'est perdant. Ça change-tu quelque chose pour vous? Parce que là, on dit que si jamais c'est le troisième, c'est le dernier, ce sera la fin du mouvement séparatiste, de la fibre nationaliste peut-être au Québec. Comment vous voyez ça, cette idée-là, de votre côté? Est-ce que le combat continue ou pensez que ce serait le clou dans le cercueil final pour l'idée du Canada français, parce que des Canadiens français? Et je fais un parallèle pour les gens qui ont écouté mon épisode avec M. Frédéric Lacroix. Lui, il m'avait fait à la fin le plaidoyer que selon lui, il fallait faire le deuil des Canadiens français au sens historique. Et j'avais été surpris, on n'avait pas eu le temps d'élaborer, mais il y a des gens, évidemment, qui sont plus là-dedans, tu sais. Donc, vous, de votre côté, ça vous dit quoi, cette perspective-là de référendum pour boucler la boucle là-dessus? Bien, disons que on va quand même participer. On a déjà une question à proposer. Alors, on va essayer de défendre notre question. En fait, c'est deux questions. Ça va dépendre de la question. Tu peux faire un référendum sur. Ça va dépendre de la question. Parce que M. Paul Saint-Pierre Plamondon, il est très discret. Qu'est-ce qui va. Les deux questions qu'on a eues en 80-95, ça valait rien, d'après moi. Là. C'était zéro, là. C'était nul. Mais je pense qu'on pourrait avoir une question qui est extrêmement intéressante. Et puis, on a fait une petite tentative de question. En fait, c'est deux questions. La première question, ce serait demander, vous sentez-vous d'abord en fait, je vais pas la dévoiler tout de suite. OK. Je l'enverrai pour. Autrement dit, je vais mettre les auditeurs En en, haleine, on va les laisser en en haleine. haleine. On a une question référendaire en deux parties et puis qui pourrait être pas mal de fun. Ben, j'adore ça. En fait, je trouve que c'est vraiment une belle place pour terminer parce que Mm. ça nous laisse du pain sur la planche et de penser aussi qu'il y a un certain combat avant le référendum en question, non officiel encore pour l'instant, dans lequel vous pouvez vous inscrire aussi. Ça, c'est super intéressant en fait. Fait que pour les gens qui s'intéressent à cette question-là et tout ça, ben, je les invite à vous suivre. Puis à faire, OK, ben, peut-être que dans le fond, l'organisation de M. Verrier peut être vraiment un bon filon de travail pour modifier de quoi aura l'air ce moment, ce soir, ce grand soir-là, finalement, à l'avantage de l'ethnie canadienne-française, pour ne pas le dire ainsi. Fait que, Monsieur Verrier, en terminant, donc rappelez-nous juste, renommez votre site web et y a-t-il aussi, faites-vous d'autres événements ou vous vous concentrez sur la prise de parole à l'Assemblée en Bon, février? on va certainement dire un mot pour l'anniversaire de la loi 99. On va rappeler encore une fois que cette loi-là est toujours en vigueur et qui fait des Canadiens français un peuple exceptionnel au Québec en leur accordant des droits consacrés et que c'est pas correct, c'est pas admissible dans une société de droit. Les droits devraient être égaux. Donc on va faire on va faire un rappel de ça, on le fait à chaque année. Et puis, pour la suite des choses, mais je pense que ça va aller. L'événement important, ça va être le 11 février prochain, où est-ce qu'on va présenter notre mémoire et répondre à des questions des parlementaires. Excellent. Et c'est via le www, c'est Canadien canadien-français.org, hein, c'est ça? point com. C'est .com, excusez-moi. Oui. .com. Et Canadien, y a-t-il Canadien un avec un S? S, Avec un S, hein? Parfait. tiret, Franquet, pas de cédille, Pas de césaire, point bien com. sûr. Puis mon blog, c'est gilles-verrier.blogspot.com. Excellent. Fait que tout le monde, bien sûr, on va mettre les références dans la description et dans les commentaires, ces trois endroits-là. Pour suivre le tout, je trouve que c'est une épopée fascinante. En fait, de mon côté, je vous remercie beaucoup encore une fois d'avoir pris le temps de venir nous parler de tout ça ce soir. Je trouve que pour moi, c'est une excellente façon de mettre un peu la boucle sur mon investigation personnelle et mes aventures dans cette exploration du politique, de l'identité du Québec. Et ça me motive même, Monsieur Varier, votre attitude puis votre énergie à m'intéresser encore plus à ça pour le futur. Fait que merci beaucoup pour tout votre travail patriotique. Je vous lève mon chapeau. Et je vous nomine officiellement pour le gala Alpha Keb comme mâle alpha du Québec, Boomer. Je dois le dire, avec mention catégorie Boomer. Je niaise un peu, mais je m'amuse à nominer des gens comme ça dans mon gala fictif. Fait que, Monsieur Verrier, en bonne poursuite, je vais vous souhaiter un magnifique temps des fêtes, bien sûr. Et on va être derrière vous avec toute l'énergie possible pour votre présence en février prochain. Fait que merci beaucoup.
Pour les autres, ben, j'espère que vous avez apprécié ça. C'est-tu le temps d'arrêter? On arrête-tu, Colin? Bonne question. Je pense que c'est le temps. En tout cas, on a fait le tour de ce sujet-là, tout le monde. Fait que si jamais on ne se revoit pas, je vais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, une belle année 2026 et au plaisir de ne pas se revoir dans un prochain épisode. Monsieur Verrier, merci beaucoup. Bonne soirée. Salut, à la prochaine.